sans vouloir se jeter des fleurs et en sachant pertinemment que ça représente pas grand-chose, mais on était quand même premier sur TripAdvisor. Et malgré tout, on se payait pas. Ouais, Ça n'a pas c'est été... cool, tu parles japonais, mais... Si on en vient à te dire ça, c'est que du coup, tu ne l'as pas fait avant. Sinon, on ne te dit pas ça. Donc, si t'as pas fait avant, c'est que c'était une erreur avant. Au niveau des soirées alcoolisées, Ouais. est-ce que tu as des anecdotes de gens qui ont lâché des trucs un petit peu... Et parce que des t'as- incivilités des touristes au Japon. Là, j'ai bien des choses à en dire. Il y a un article de loi dans la constitution japonaise qui empêche le mariage entre personnes de même sexe. Hello hello, aujourd'hui épisode très spécial dans un restaurant excellent à Paris où on accueille Antoine qui vient en visite ici. Hello, donc on en a profité Hello. pour déjeuner, on s'est dit que ça pourrait faire un épisode un petit peu cosy tout en mangeant japonais. C'est ça, on est parfaitement à l'aise là. Ça On se- est super ça à se sent. l'aise, on est très observé. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai invité Antoine parce que il a des liens avec le Japon qui sont très intéressants. Que ce D'accord, soit c'est en gentil. cuisine que dans le tourisme, on peut dire, Ouais, que tu dans collabores l'artisanat avec aussi, un peu. dans l'artisanat. Mm. Et du coup, on va parler de tout ça en mangeant. Est-ce que Antoine, tu pourrais te présenter pendant que moi je mange Eh bien sûr, je t'en prie, bon pour les appétit. followers, merci. Eh bien, donc, je m'appelle Antoine, j'habite en Bretagne maintenant et je suis cuisinier de formation et spécialisé un peu plus dans la cuisine japonaise depuis pas mal d'années. Il y a quelques années, j'avais un restaurant gastronomique de cuisine française mélangée avec des cuisines de différents pays du monde, dont le Japon. J'ai eu aussi une entreprise de production d'épicerie fine de produits japonais. J'ai écrit un bouquin sur la cuisine et de l'histoire de la cuisine japonaise. J'ai tout prévu. Ah mais attends, non mais ça si c'est pas une belle préparation. Voilà, Japon, recette et histoire pour un cuisinier voyageur. Donc c'est un bouquin que j'ai écrit il y a 2 ans maintenant, déjà, le temps passe vite. Et avec tout un tas de recettes, j'ai choisi 8 thématiques différentes et il y a plein de recettes et surtout plein d'histoires pour expliquer le contexte de tout un tas de plats de la cuisine japonaise et comment ça s'inscrit dans le quotidien aujourd'hui. Qui est passionnant. Je te remercie. Et à côté de ça, effectivement, je travaille avec le Japon, différentes préfectures au Japon pour du développement touristique, majoritairement, on va dire, et aussi avec des artisans japonais pour représenter leur travail en France. Donc Voilà. tu développes beaucoup le tourisme au Japon en Mhm. travaillant avec les préfectures, on peut dire C'est de ça. manière durable, hein. Vraiment Bah, le en but, sortant un petit peu le touriste des chemins lambda, quoi. ouais, j'ai la chance de travailler avec des personnes qui bossent avec des localités plutôt à la campagne, majoritairement, et qui cherchent à lever des financements d'État pour essayer de faire la promotion aussi de leur partie, parce qu'on a cette image du Japon avec de l'overtourisme, du tourisme de masse qui fait les choux gras des réseaux sociaux à mort, alors qu'en réalité, ça concerne 10 rues dans tout le pays, et que globalement, le Japon est vide de touristes, qu'il n'y a pas tant de monde que ça et qu'il y a surtout personne qui ose aller sortir de la Golden Route, donc de Tokyo, Kyoto, Osaka, alors qu'il y a 1 milliard de petites localités ailleurs qui sont très accessibles par que ce soit par des moyens de transport en termes de logistique, mais accessibles aussi par la sympathie des gens et l'envie justement d'accueillir, de montrer, de faire perdurer leur culture, leur tradition, etc. Donc c'est de ce côté-là que je vais le plus bosser. Ça m'arrive aussi de bosser dans des préfectures qui manquent pas spécialement de touristes, comme Kanagawa par exemple. Mais c'est vrai que quand je bosse avec la préfecture de Kanagawa, c'est pour montrer des endroits où les gens ne vont pas. On ne va à Kanagawa, ouais, donc c'est ça qui est Alors qu'il y intéressant. a Mais même Hakone, il y a Kamakura. Bon, Kamakura, j'en parle souvent parce que je vais tout le temps là-bas, j'adore cette ville. Mais c'est vrai que... ouais, vas-y. Non, c'est vrai que du coup, c'est le but est aussi de montrer tout un tas d'endroits dans lesquels les gens n'osent pas forcément aller, alors que il y a vraiment matière à. Et c'est très, très Même cool. au sein même des villes touristiques, quoi. Ah oui. Parce que tu m'avais parlé en off, on s'est vu au Japon le mois dernier, et tu m'avais parlé en off de Kyoto notamment. Ah bah, Qui, si tu prends Kyoto comme exemple, ça c'est. Parce que je trouvais que c'était intéressant ce que tu m'as dit. C'est la ville symptomatique du tourisme de masse au Japon.
peut-être avec Fuji Yoshida qui s'est pris des grosses booms comme ça aussi de tourisme sans infrastructure. Mais c'est surtout, il faut bien imaginer que derrière le tourisme de masse, il y a des politiques locales qui sont engagées avec des budgets pour parler constamment des mêmes endroits, des mêmes lieux pour faire en sorte qu'on y aille, sans prévoir de logistique en termes d'hôtellerie, de transport, de restauration, ni rien. Donc ces endroits se font noyer de monde avec des files d'attente partout parce qu'en fait il n'y a aucune logistique pour traiter tous ces gens-là. Et que quand derrière que ce soit des professionnels du tourisme au Japon ou des professionnels du tourisme étrangers qui vont discuter avec les politiques locales pour leur dire écoutez, il faut essayer de dispatcher les gens, il faut essayer de penser aux implantations d'hôtellerie, de revoir une partie des transports en commun, etc. pour justement fluidifier tout ça. En fait, en face, il y a un espèce de mur qui se passe, c'est-à-dire que ça ne convient pas aux politiques engagées, notamment le maire de Kyoto qui est quelqu'un d'hyper particulier et qui va continuer à mettre un fric absolument monstrueux pour continuer à parler d'endroits qui sont noirs de monde. Il y a le budget. Ah oui, il y a le budget. Kyoto continue à balancer, je sais pas en euros ce que ça représente, mais des millions d'euros dans de la promotion touristique, tout mais sur les mêmes endroits, c'est ça, Kiyomizu-dera, Senenzaka, Ninenzaka, etc., Arashimaya et tout, Yama et tout, mais du coup, ils ne mettent derrière pas un euro pour aller parler de tout le reste de la ville, qui, pour certains endroits, auraient cruellement besoin d'avoir du monde qui vienne pour avoir un petit peu de profiter du tourisme, pour avoir de l'argent, pour ne serait-ce qu'entretenir les lieux. Et pourtant, on est en train de parler de Kyoto, qui est une petite ville, noire de monde, et tout est fait pour rester dans quelques rues qui deviennent horribles, avec des incivilités, avec les geishas, etc., qui ont fait le tour du monde. Et juste petite remarque, tu m'as quand même emmené dans une boutique fantastique intimiste dont on ne citera pas le nom parce que justement je pense pas que faire venir énormément de monde dedans ce soit non plus une solution, mais et puis là ils parlent pas anglais donc c'est compliqué même. Donc c'est compliqué, mais c'était dans Gion. Donc Gion c'est le quartier des geishas, donc des Maiko et Geiko de Kyoto. C'est-à-dire le quartier dans lequel il y a le plus d'afflux touristiques. Et même dans ces quartiers-là, il y a des endroits où effectivement il n'y a personne. Parce que c'est vrai que c'est bête, hein, mais les endroits dans lesquels on va en tant que visiteur sont des endroits qui ont été mentionnés au travers de vidéos, de reportages, etc. Mais il y a très peu de personnes qui vont aller rechercher des nouveaux lieux, essayer ne serait-ce que de tourner de rue, quoi. C'est ça, d'aller dans la rue d'à côté, de voir ce qui s'y passe. En fait, ça arrive très peu. Et donc, même dans des quartiers blindés de monde, il y a encore des endroits qui sont vides. Et ça montre en fait que ça vient principalement de politiques locales qui ne mettent aucun budget pour parler d'autre chose que de trucs déjà noirs de monde. Voilà. Mais moi, en fait, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on est en train de manger là? C'est hyper bon. C'est une aubergine avec de la figue. Avec de la figue. Dengaku. C'est du dengaku, non? T'as du miso dans la sauce, mais c'est pas dengaku. Le dengaku, c'est la sauce, c'est un peu plus acidulé, mais c'est très on fera un réel du resto. En compensation de les avoir dérangés toute la... C'est ça. Tout le déj. Bon, heureusement, pour l'instant, il y a personne d'autre que nous. Il y a que nous. Moi, je voulais revenir aussi sur ton parcours de chef. Tu nous expliques aussi ton background. Est-ce que tu peux nous expliquer le côté, ton métier premier, donc côté chef, tout ce que tu as fait dans le domaine? Ça marche. Bon, je suis pas sûr de me souvenir d'absolument tout, parce que mine de rien, je suis pas si jeune. Donc, au bout d'un moment, il est plus jeune que moi, hein, juste pour vous dire. Donc, ça me ferait de moi une épave. Non, c'est juste qu'on est très très bien conservé, c'est tout. Donc du coup, moi j'ai eu envie de devenir cuisinier depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 10 ans. C'était mon goal dans la vie, devenir chef de cuisine à 10 ans. Mais j'ai fait des études scientifiques que j'ai ensuite quittées pour entrer en école hôtelière à Ferrandi à Paris, qui est une super école hôtelière, vraiment un très bon environnement pour apprendre la cuisine et d'autres métiers, en fait tous les métiers qui sont liés à l'hôtellerie et la restauration. Et en même temps, j'étais apprenti en apprentissage chez Guy Savoy, donc un chef dont on entend beaucoup parler ces dernières années pour notamment son restaurant 3 étoiles à Paris qui est dans le top des restaurants mondiaux.
Voilà. Après, j'ai Rien que ça. bossé dans... Ouais, mais je bossais pas dans ce restaurant-là. Il a plusieurs restaurants. Je bossais dans un autre qui s'appelait La Butte Chaillot. Et donc voilà. Donc là, toute la partie, c'est assez court en fait cette partie-là d'apprentissage, hein, parce qu'il y a pas 10 ans Au-delà de d'études pour faire. l'apprentissage, ce que je veux dire après, c'est que tu as eu ton propre resto. Ouais, mais ça a été du coup beaucoup d'années après. Entre-temps, j'ai bossé dans différents restaurants, autres activités aussi, comme par exemple, à un moment j'ai eu la chance, et ça c'est une chance familiale, d'avoir pu concevoir des vernissages donc la partie nourriture, sur le thème des expositions qu'il y avait. Et donc tous les mois ou tous les 2 mois, c'était peut-être tous les mois, hein. Du coup, de nouveaux artistes qui étaient présentés dans une galerie, et donc moi qui concevais des buffets autour de leur art. Voilà. C'est intéressant. Donc c'était hyper cool, par exemple. Mais du coup, plein comment d'activités t'as comme des ça. exemples pour un peu plus concrets de, par exemple, si t'avais tel art. Non, par exemple, t'en avais un, il faisait tout un travail de couleurs sur la base de clichés pris sur Google Maps de différents endroits du monde. Mais non. Ouais. Et c'était vraiment très stylé, et donc c'est tout un jeu de couleurs. Du coup, pour ce vernissage-là, j'ai fait aussi tout un jeu de couleurs. En fait, c'était des jeux de carrés de couleurs en superposition, etc. Et t'as fait un petit peu, t'as fait Oui, correspondre. c'est ça. Je sais pas, j'avais fait un biscuit à la moutarde violette de Brive, avec dessus des petites gelées de légumes en damier de couleurs, etc. pour rappeler ses œuvres, tout ça, donc des petites choses un peu comme ça. Okay. Ça demandait un sacré boulot, hein, mais c'était très chouette. Et donc j'ai fait tout un tas d'activités comme ça. Ouais, merci. C'est bon. Merci beaucoup. Et participer à des événements aussi, des salons et autres. Et après, à Montpellier, donc j'ai grandi à Montpellier, je suis allé faire mes études à Paris, je suis resté à Paris pour le début de ma vie professionnelle, puis je suis redescendu à Montpellier. Et là, à Montpellier, j'ai rencontré mon mari, voilà, Lionel, et ensemble, on a monté un restaurant gastronomique. Semi-gastronomique, je sais pas, ils aiment toujours dire gastronomique. Moi, je trouve toujours ça un petit peu pédant de dire ça pour soi-même. Ouais. Mais on va dire un restaurant qui se voulait proposer de la qualité, en tout cas. Il était gastronomique, mais il veut pas le dire. On va dire qu'en tout cas, on essayait de faire les choses bien, avec des produits de qualité, de producteurs que l'on connaissait un maximum, etc. Voilà, histoire de faire les choses proprement, et sur la base uniquement de création, voilà. Et donc ça, c'était une jolie aventure qui a duré pendant 3 ans et demi. Et en fait, nous, quand on a acheté le restaurant avec mon mari, on s'était mis d'accord en se disant, dans 2 ans et demi, 3 ans, on se tient une discussion pour décider de ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut poursuivre l'aventure de ce restaurant, est-ce qu'on a envie de faire d'autres projets. Et on a discuté au bout de 3 ans, et tous les deux, on avait envie de faire autre chose. Donc du coup, on a bien vendu le restaurant, on l'a vendu, et on a eu beaucoup de chance parce que quelques mois après, c'était le Covid. Et là, on ouvre quelque chose l'on appellera après les ateliers du Japon. On a collaboré pendant la période du Covid avec des artisans d'art japonais, ce qui était assez spécial parce que du coup, il fallait réussir à importer leurs pièces, alors que le Japon limitait de plus en plus le fait de pouvoir expédier des choses depuis le Japon vers le reste du monde à ce moment-là. Quel genre de pièces, par exemple? On a importé de l'Edo Kiriko, on a importé du textile de Nishijinori, donc ça c'est un quartier de Kyoto qui est réputé historiquement pour un certain type de textile de filage de soie, d'or et d'argent. Voilà. Et donc on a bossé comme ça avec différentes personnes, on a bossé avec du travail du bois, de cristallerie, de lac, tout un tas de très beaux produits d'artisanat et d'artisanat d'art pour justement présenter ça. C'est des gens ou des métiers dont on était un peu tombé amoureux, c'est chaud. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Ah, yakata. Parce qu'en plus, ce qui est le comble, c'est que je ne suis jamais venue ici alors que je suis à Paris, et c'est lui qui m'emmène. Oui, mais regarde, c'est comme si tu sors avec Chihiro. Elle a forcément un milliard d'adresses dans lesquelles t'es pas allé. Oui. Parce que c'est son métier, tu vois. Bon, je te rappelle que c'est son métier. Mais j'ai tendance à l'oublier parce que quand on traîne, on ne fait que des conneries. Mais c'est du maquereau. Il est tellement grillé au sel, très très bon. Oh my god. Pardon, du coup, je t'ai interrompu. Bon problème. C'est excellent. Très très bon, ouais. Je vous mettrai l'adresse. C'est
C'est chez Enya. Trop bonne adresse. Et c'est la première fois qu'on y mange le midi d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en petit set comme ça, c'est pas très cher. C'est vraiment très bien fait. Excellent. Top. Ouais, là c'est très bon ce qu'on mange. Et donc oui, après la partie artisanat, bah c'était évidemment, ça faisait pas de sens qu'on ne fasse que ça, sachant que mon métier était la cuisine et la cuisine japonaise. Donc on s'est mis à produire des produits d'épicerie fine japonaise. Comment Donc, tu te procurais les produits du coup? Autre question. Je ne le laisse pas manger. Bah, les matières premières, que ça soit sauce soja, t'en trouves en France, même importées du Japon. Je veux dire, il y a des très bons importateurs de produits japonais en France. Donc, que ce soit sauce soja, anguilline, etc. En fait, moi, j'achetais les matières premières où on en produisait également une partie nous-mêmes. Il y avait les deux. Et à partir de ça, après, moi, je transformais en, je sais pas, bouillon pour préparer des ramen, sauce ponzu, ce que tu veux, n'importe quoi, des furikake et autres. Mais la base, encore une fois, moi, ce que je connais, c'est le fait maison. C'est pas, donc j'achetais pas des produits. Mais t'avais quand même des ingrédients parfois très spécialisés. Tu vois, comme, attends, c'était quoi? Une fois, t'avais un agrume d'une île complètement paumée où t'es allé. Shimalemon, qui veut littéralement dire le citron de l'île, mais c'est un agrume de l'archipel d'Ogasawara. Ogasawara, incapable de répéter. Ogasawara, j'oublie tout le temps. Et quand même, j'avais vu sur ton site, vraiment, c'est spécifique, quoi. Donc ça, tu peux pas... Bah là, c'est aussi parce que du coup, dans le travail de développement touristique, évidemment, quand ils viennent me chercher, c'est aussi par rapport à une partie liée à mon amour et à mon travail de cuisinier, donc tout ce qui est en rapport avec la nourriture. Du coup, je vois plein de producteurs. Évidemment, quand il y a des bonnes choses, bah des bonnes matières premières, je ramenais et je travaillais à partir de ça, bien sûr. Comme de l'ail noir d'Aomori, on était allé voir un fournisseur, un producteur d'ail noir d'Aomori dans la péninsule de Shimokita qui était particulièrement bon, vraiment particulièrement bon, où franchement tu pouvais manger l'ail mais comme des bonbons, tellement c'était bon. C'était bien, vraiment très très bien. Et ben quand t'as la chance d'avoir un produit encore plus haut de gamme que d'autres comme ça, ben évidemment je prenais. Prends et tu utilises. C'est ça, tout à fait. Souvent, tu fais une différence entre, je vois que tu utilises les mots cuisine et restauration. Ouais. Est-ce que toi, tu distingues les deux choses et de quelle manière? Ok. Je distingue complètement les deux choses. En fait, moi, je suis passionné de cuisine. Mon métier, c'est la cuisine. La restauration est un des métiers qui permet de faire de la cuisine, parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'autres métiers. Je suis pas un passionné de restauration. Tu subis beaucoup. T'as pas le temps de vivre, c'est dur, etc. Environnement extrêmement toxique. Je pense que maintenant on le sait. On s'en rend compte, ouais. C'est ça. Et aussi quelque chose qui me convient pas tout à fait dans la restauration, c'est le fait de répéter sans cesse. C'est-à-dire que à moins de donner sa patte à la chose comme on avait avec notre restaurant où du coup j'étais dans la création constante et la carte changeait absolument tout le temps, ce qui était certes. À quelle fréquence? Tous les jours on devait réimprimer. Waouh. Je changeais pas la carte entièrement tous les jours, mais je changeais la carte entièrement à peu près 2 fois par semaine. Ouais, non mais c'est énorme. Voilà. Mais parce que sinon je m'ennuie. C'est moi ce que j'aime, c'est vraiment la réflexion, la conception, aller tester des choses que je ne vais pas connaître, des associations d'épices, de goûts, de textures. C'est un travail, c'est vraiment ce travail-là que je trouve très intéressant, au même titre qu'un travail d'artisan d'art qui va, une fois qu'il a une certaine maîtrise de sa palette de techniques, il va employer ça pour aller pousser les limites de son domaine, de son métier, et c'est ça qui pour moi fait une grosse distinction aussi entre un artisan de répétition et un artisan d'art, un artiste qui va essayer de créer sa patte et de pousser les frontières du truc. Alors ça veut pas dire que je me considère comme artiste ou autre, parce que vraiment pas. Je n'ai pas du tout ce niveau-là. Il est trop. Non, mais j'ai vraiment pas du tout ce niveau-là. Mais par contre, j'ai la volonté en tout cas de repousser mes propres frontières et mes propres limites. Ce qui fait aussi que je passe mon temps à rater plein de trucs. Et aussi à apprendre plein de trucs. Et à apprendre plein de trucs. Ça va avec. C'est comme ça que t'as développé ta technicité quand même. Bien sûr. Et la technicité en elle-même, t'es obligé de passer par de la répétition. À un moment, je veux dire, quand j'ai commencé l'école hôtelière,
avec mon coloc, quand on finissait, on était dans la même école tous les deux, quand on finissait la journée à l'école, on passait chez le primeur, on s'achetait genre des cajots d'oignons et de carottes, et on découpait toute la soirée pour apprendre le geste, pour apprendre à utiliser un couteau, pour apprendre Pour que ça devienne automatique comme oui, que le tout soit régulier, esthétique, pensé, rapide, etc. Voilà, donc vraiment, à un moment, t'es obligé de passer par là. Mais faut s'en sortir, faut s'extraire aussi de ce truc-là pour en faire quelque chose. Sinon, tu fais pas de différence entre un robot tailleur de légumes et toi. D'où aussi la particularité de ton bouquin. Parce que oui, c'est une des expressions pour moi de la cuisine. La transmission déjà, c'est inhérent au métier de cuisinier et au métier d'artisan. On est des métiers de transmission. On a un devoir, même, je trouve, de transmission. Donc c'est pour ça que j'ai pas de mal à donner aussi. J'avais, je sais pas combien de centaines de recettes j'ai pu donner gratuitement sur Internet, répondre aux gens et tout, avec plaisir. On a un devoir de transmission, donc ça me va. À un moment, faut gagner sa vie, donc c'est bien aussi de le poser au travers de livres. Et surtout, dans un livre, tu vas plus loin parce que tu as le temps de poser tes idées. Que dans des échanges de messages privés ou commentaires sur les réseaux, même email, tu prends pas un temps de réflexion à ce point construit. Sur un livre, tu vas essayer d'avoir une cohérence, tu vas essayer d'avoir un ton qui se dégage d'une œuvre entière. Tu donnes des histoires, des tips. Oui, ouais. En plus. Bah bien sûr, ça va plus dans le détail, quoi. C'est aussi pour ça que ça peut être des fois très difficile de refaire une recette prise en vidéo par rapport à des recettes prises de certains livres. Je mets des guillemets à certains livres parce qu'il y a aussi des chefs qui, je trouve, abusent beaucoup et ne donnent pas de tips. Et tu as des recettes, si tu ne donnes pas des tips techniques, tu ne peux pas les refaire. Ah ouais? Par exemple, à quel niveau, dans les niveaux, les sauces, Alors, c'est un gros, je veux dire un gros cliché, mais un gros truc courant des livres de pâtisserie. Ah ouais? Ouais, je n'ai rien contre les pâtissiers, je vous aime, y a pas de problème, je mange vos gâteaux avec grand plaisir. C'est un petit disclaimer dont je vous aime, mais faites des livres où vous mettez vos techniques dedans, des vraies techniques. Voilà, c'est dès que tu rentres dans des recettes techniques précises, il faut expliquer quand tu vas travailler du chocolat que la température de ta peau, elle va changer le travail de ton chocolat par exemple. Il faut expliquer tout un tas de techniques comme ça qui font que les choses sont reproductibles. Et pas se mettre sur un piédestal au-dessus des gens. À la fin, les métiers qui sont liés à la cuisine, le but, c'est de faire à manger pour les autres ou de leur permettre de se faire à manger à partir de choses qu'on a créées ou transmises. Donc on est avec les gens, on n'est pas au-dessus des gens. Jamais. Donc si la transmission elle est pas complète, bon, je trouve ça un peu pédant quoi. Ouais, autre exemple qui du coup n'est pas en lien avec la pâtisserie cette fois, mais la cuisine salée. Effectivement, on m'a fait passer un message en off sur retour d'expérience on vous donne une recette de cuisson d'un poulet avec il faut tant de temps par kilo de poulet à telle température, etc. Ça n'a globalement aucune valeur. Quand vous avez des recettes qui vous donnent ça comme ça, sans vous indiquer comment on comprend le moment où c'est cuit par exemple, eh ben vous allez pas en faire grand chose parce que entre un poulet industriel avec un abattage à 1 mois et demi qui sera gonflé à plein de produits avec des chairs déchirées, etc., ou une volaille de race ancienne abattue à 8 mois qui va être dure comme de la pierre si on sait pas la cuire, mais ce n'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc il faut donner des techniques qui permettent vraiment de comprendre. Et je sais que moi j'ai dû faire un effort pour plein de recettes à l'intérieur du livre de donner des quantités et des timings assez précis. C'est ça. Et ça a une valeur assez limitée, tout ça, malgré tout. Et ça, je l'ai écrit dans les textes autour. C'est comprenez l'idée générale de la recette, faites-la avec vos produits à la saison à laquelle vous faites. Comprenez l'idée générale et adaptez. Parce que des temps ou des quantités, ça n'a pas beaucoup de valeur.
Vous aurez même du mal à reproduire certaines recettes si vous respectez stricto sensu des quantités indiquées ou des timings indiqués. Une tomate prise en saison avec un certain taux de c'est très bon ça. Avec un certain taux d'acidité ne va pas du tout réagir pareil qu'une tomate élevée sous serre mangée en décembre. Le taux d'acidité sera différent, le temps de cuisson sera différent. C'est des choses comme ça qu'il faut choper. Prendre en compte. Ouais. On fait juste. Bon, c'est très technique, hein, là, mais Ouais. globalement, c'est simple. C'est une succession d'actions très simples, la cuisine. Ok. C'est pour ça qu'on peut tous le faire. Je pense. Ouais. Si. À la fin, je découpe des carottes et du poulet. Hein. Mon métier, c'est ça. Ouais, mais il a des doigts de fée, c'est ça. Non, mais c'est ça la je fais pas une différence. centrale nucléaire. Hein. C'est à la fin, je découpe des carottes et du poulet. Donc tout le monde peut le faire. Ça allait, hein, mais c'est pas... En plus, à des prix totalement abordables. C'était pas non plus des folies ce que tu proposais. Ouais, je sais pas à quel point j'ai raison de garder un peu ce credo-là, mais j'avais ce truc de toujours vouloir faire en sorte que ça soit d'un très bon rapport qualité-prix et accessible à tous. Dans les faits, par exemple le restaurant, sur 3 ans et demi d'activité, je me suis payé 2 mois. C'est ça aussi le pendant de vouloir rendre les choses accessibles. Oui. Donc moi je comprends les prix des fois absurdement élevés qui peuvent exister à Paris par exemple sur ce qui concerne les produits japonais. Là c'est sûr derrière les gens ils en vivent au moins. Parce que j'ai beaucoup de plaintes, Non, ça a jamais été effectivement, le cas. quand je fais des réels. Je suis désolée, je mange la bouche pleine, mais sinon, on ne va jamais avancer. Et les pauvres, des fois, ils nous regardent, est-ce qu'on peut les barrasser ou pas, qu'est-ce qu'ils font? J'ai beaucoup, quand je fais des réels sur des adresses, les udons, à 20 balles, c'est un scandale, au Japon, ça coûte 5 €. Oui, mais c'est au Japon, C'est au Japon avec une réalité économique qui est pas la même. déjà. Ça coûte plus cher d'avoir un établissement ici que dans la plupart des endroits du Japon. Ne serait-ce que parce que le modèle des beaux commerciaux n'est pas du tout le même. Ouais. Et ça coûte beaucoup plus cher en France. Donc les crédits mensuels sont beaucoup plus élevés en France et les matières premières sont beaucoup plus élevées chez nous aussi. Donc à un moment, Il faut considérer ça aussi. bah oui, c'est ça a fait du sens. Et à la fin, bah, au moins ça fait des établissements qui durent dans le temps parce que les gens ils peuvent vivre. Donc ils sont pas saoulés de continuer à s'arracher le derche, à bosser du soir au matin et du matin au soir. Si au moins ils gagnent leur vie avec ça. Nous, une des raisons pour lesquelles on a voulu vendre, dire quand on était à Montpellier avec le restaurant, sans vouloir se jeter des fleurs et en sachant pertinemment que ça représente pas grand chose, mais on était quand même premier sur TripAdvisor. Et malgré tout, on se payait pas. Ouais. Voilà. Pendant Donc 3 ans. ouais, donc à vouloir faire des choses le plus accessible possible, en fait, on s'était épuisé. C'était un mauvais calcul de notre part. Ouais, tu m'étonnes. Tu as choisi le Japon spécifiquement pour ta cuisine. Et donc, je voulais voir déjà d'où t'es venu cet amour de la cuisine dans un premier temps. Comment t'en es arrivé à vouloir devenir chef. Et spécifiquement de cuisine japonaise. C'est le cheminement un peu qui m'intéresse. Alors, je sais pas si j'aurai réponse à tout là-dedans. Bon, j'arrive aujourd'hui Mais moi, à je psychanalyse les gens, donc explique-moi, c'est quoi ton enfance, c'est quoi? Mais Qu'est-ce qui s'est typiquement, passé c'est lié à l'enfance, hein, la nourriture, c'est certain. Donc moi, je suis à moitié français, à moitié libanais, et donc 2 pays avec une culture tournée vers la nourriture. Ouais, clairement. Voilà, une maman qui cuisine extrêmement bien. Et donc je pense que comme j'ai baigné enfant dans la nourriture comme ça m'a naturellement poussé à me poser la question au moins des métiers liés à la cuisine. Et donc je pense que ça vient de là, tout simplement. Déjà. Voilà, si j'essaie de réfléchir, à mon avis, c'est ça. Pourquoi après la cuisine japonaise spécifiquement, je sais pas trop, sachant que le Japon, tout ce qui était pop culture japonaise quand j'étais enfant, c'était un peu interdit à la maison. Donc Interdit? Ouais, mais les parents étaient pas vraiment chauds Pourquoi portés là-dessus, ouais. C'était considéré un peu violent, le c'est début, ça? Plutôt inintéressant. Inintéressant? Que ça apportait pas grand-chose. Intellectuellement parlant? Ouais, c'est ça. Et donc, enfant, j'y avais pas vraiment droit. Mais après, C'est vrai qu'à notre époque, c'est venu à l'adolescence. On peut considérer qu'à notre époque, c'était considéré comme abrutissant quand même.
Quand puis, c'est arrivé, certaines traductions françaises étaient parfaitement hardcore. stupides. C'était très hardcore à l'époque. Voilà, aujourd'hui, les traductions, tu vois bien que les VF, elles sont clean, elles sont hyper respectées, pensées, etc. Des exemples du début de la pop culture japonaise en France, les VF, à certains, oui, tu comprends que les parents aient pu bugger un peu là-dessus, quoi. Puis c'était le début, hein, simplement. Ouais. Donc, le Japon lui-même, je sais pas trop comment c'est venu, mais à ce moment-là, il y avait plein de bouquins de cuisine à la maison. Je pense que dans ma tête, j'ai fait un amalgame entre cuisine japonaise et les livres de cuisine de différents pays d'Asie qu'il pouvait y avoir. Dans ma tête, c'était un peu tout était japonais, du coup. Parce que je pense que je savais pas faire la distinction vraiment à cet âge-là. Oui, non, mais de toute façon, il y a toujours un goût d'Asie qui arrive en premier, où tu sais pas trop distinguer, hein, en vrai. Parce qu'avec le recul, quand je vois ce qu'il y a chez les parents, il y a pas de livre de cuisine japonaise. Mais je pense que j'avais fait un amalgame entre Club Dorothée, parce que du coup on parlait beaucoup du Japon, on parlait pas vraiment du reste, et cuisine asiatique de manière générale. Et du coup dans ma tête ça a fait cuisine japonaise, donc je sais pas, ça restait en trame. Et puis ça vient petit à petit avec les années, quoi. Moi, j'arrive pas à savoir pourquoi j'aime plus le Japon que mais même à l'époque, moi je sais qu'à l'époque les restos chinois, déjà, ça te faisait une petite ouverture. Moi, je sais que mes parents aimaient beaucoup aller au resto chinois. Oui. Et je parle pas des restos chinois à volonté de maintenant. C'était à l'époque, si t'avais le resto chinois avec l'aquarium avec tous les poissons bizarres. Le petit pont rouge en pan. Et le truc très kitsch. Et très souvent, on te filait des calendriers en début d'année avec une geisha dessus. Tout à fait. Enfin, t'avais des petites touches de Japon dans les trucs chinois. Ne serait-ce que pour le fameux saké qu'on te sert à la fin, là, avec les trucs à poil dedans. Je sais pas si vous avez connu ça, mais... Je suis. Moi, j'allais foutre de l'eau dedans pour aller regarder ce que mes parents regardaient et rigolaient. Mais bref, je pense que... Est-ce qu'on peut faire une parenthèse pour dire que cet alcool-là n'est pas du saké japonais? Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai. Saké en japonais. Ça veut juste dire alcool, saké en japonais, quoi. Genre alcool pur, quoi. C'est ça. C'est les cartes des boissons, quoi. Et du coup, le saké, ce qu'on appelle le saké, comment ça s'appelle au Japon? Nihonshu. Ce qui veut dire alcool japonais. Bon, ok, c'est pas non plus... Et du coup, c'est le vrai saké. C'est ça, c'est ce que en France on appelle aujourd'hui saké, mais du coup on a cette image de saké, alcool très très fort de boissons distillées. En fait, ça c'est du baijiu chinois qui est un alcool de riz distillé très fort, alors que la version du Nihonshu c'est une boisson fermentée. Mais c'est quand même grâce à eux qu'on est passé au Japon après. C'est ça. Un peu, parce que en fait, ça a amené un intérêt quand même. Oui. Oui. Et comme la fin des restaurants raviolis avec les appartements raviolis, tu sais, ça c'était quoi? C'était les années 90, 90-2000, où t'avais tous ces scandales autour des appartements raviolis. Et du coup, ils ont arrêté beaucoup de ces restaurants-là et sont apparus après les faux restaurants japonais tenus par différentes diasporas, différents pays. Voilà. C'est ça. Donc oui, grâce à d'autres pays, on a eu plein d'informations fausses, certes, mais plein d'informations sur le Japon. C'est peut-être ça qui a maintenu l'intérêt. Ouais. Et comment, du coup, tu t'es formé, parce que ta formation de base, c'est quand même la cuisine française, on va dire plutôt. Comment tu t'es formé ensuite à la cuisine japonaise? C'est des années, je me forme encore, mais comme en cuisine française, accessoirement. Hein. Oui. C'est comme pour beaucoup de métiers, tu te formes tout le long de la vie, quand même. Et donc le Japon, c'est pour moi un apprentissage perpétuel. Je ne suis pas japonais, je n'ai pas grandi au Japon. Donc il y a plein de codes que nous n'avons pas, que l'on apprend à chaque fois qu'on va sur place. On apprend des nouvelles choses, on fait des efforts, etc. Et donc c'est démarche personnelle, rencontre avec des chefs japonais. J'ai aussi eu la chance de faire... T'as fait des collaborations aussi, t'as cuisiné avec... Oui. Merci, tu vois, c'est bien de me rafraîchir ce que j'ai fait dans la vie. C'est bien de connaître son CV, tu vois. Alors, dîner à 4 mains avec chef japonais, par exemple, ça aide. Des producteurs... du coup. À Ogasawara, des producteurs de la préfecture de Akita qui sont venus en Bretagne chez nous, où du coup j'ai cuisiné à partir des matières premières. Donc il y avait producteurs de sauce soja, de nihonshu, de miso, de qu'est-ce qu'il y avait, de riz. Voilà, donc il y avait 8-9 producteurs comme ça, où du coup je cuisinais avec leurs matières premières. On a fait des échanges un petit peu comme ça. Donc oui, il y a plein d'événements qui fait que petit à petit tu vas chercher une information, tu regardes des gens faire, tu apprends, tu répètes.
Et voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'il me reste énormément de choses à apprendre et que c'est cool. Parfait. Voyager au Japon à la campagne, c'est un très bon moyen d'apprendre aussi. Oui. Parce que du coup, tu vois tout un tas de plats que tu vois pas. Je vais ressortir tout ton CV au fur et à mesure. Mais t'as cuisiné aussi avec des petites mamies japonaises en plein trou du cul de la campagne. Et ça, tu le dis pas. C'est quand même assez... Elles m'ont appris à faire du tofu frais maison. Donc, c'est pas une formation de... Non, j'ai pas une formation d'école niveau cuisine japonaise, c'est avec les gens, avec les chefs. C'est de la pure cuisine japonaise, c'est même pas les trucs qu'on peut dire, qu'on peut appeler fusion, machin. Il a vraiment appris localement. Ouais, du cru, là. Mais c'est ça c'était vraiment cool. Ouais, c'était une grosse demi-journée avec un groupe de mamies à la campagne qui se réunissent une fois par mois pour faire à manger ensemble. Et des fois, elles vont... Qu'est-ce que t'avais appris d'ailleurs? Le tofu et... On avait fait tofu, on avait fait kamelaisu, on avait fait miso dengaku, on avait fait plein de choses comme ça, donc des choses aussi que je connaissais. Et pour le coup, le tofu, c'était la première fois que j'en cuisinais. J'en avais jamais fait, je connaissais le principe de comment ça se préparait, mais je ne l'avais jamais que acheté. Et donc là, avec elle, on avait fait tofu et aussi tofu de edamame. C'était super bon. Ouais, c'était super bon. Jamais goûté. Ça m'intrigue parce que j'adore les edamame. Et est-ce que tu peux nous raconter aussi ton premier voyage au Japon, juste pour revenir? Ça s'est fait à quelle occasion? Parce que c'était pas directement lié à la cuisine, si? Non, c'était lié à l'artisanat. Pour le coup. Donc... Bon, alors, pour moi, d'une certaine manière, le artisanat et cuisine sont des métiers, et restauration sont des métiers qui sont très, très, très liés. Donc, dans ma tête, ça fait un peu de sens. Je sais pas si c'est le cas pour les personnes qui vont regarder et écouter ça, mais pour moi, dans ma tête, c'est un peu des métiers qui sont similaires. On peut pas faire de la très bonne cuisine sans faire appel à des artisans qui vont, voilà. Donc faire des bols incroyables. Bien sûr, ça fait partie de l'expérience de la restauration. Sans parler de ces baguettes très très fines, légères, faciles à manier. Les bols dans lesquels, les bols en laque dans lesquels il y a la sauce miso, qui sont magnifiques, une belle forme, une belle laque, c'est mignon quoi. Oui. Et du coup, par l'artisanat, tu t'es retrouvé au Japon. C'est ça, c'était un voyage en Chine et au Japon, d'à peu près 3 semaines, un truc comme ça. Parce qu'à l'époque, il y avait ma sœur qui habitait en Chine et mon frère qui habitait au Japon. Donc ça a donné l'occasion déjà d'aller les voir et en même temps donc d'aller à la rencontre d'artisans d'art, céramistes principalement, au Japon et en Chine. Voilà, c'est ça le premier voyage. Donc vraiment rien à voir directement avec la restauration. Quoi. Et de quelle manière ça t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué, positivement, négativement, comme tu veux? Et pourquoi? Parce que tu t'es dirigé plutôt sur le Japon. Ouais. Alors j'avais beaucoup aimé visiter certains endroits de la Chine aussi. Je sais pas comment c'est aujourd'hui parce que là on parle ça remonte à quelques années maintenant. Il a 50 ans. Non, mais ça fait quand même, on parle d'un truc d'il y a 15 ans. Donc je pense que la Chine, ces 15 dernières années, elle a beaucoup changé. Un peu. Donc je sais pas comment est la Chine aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment passionnant, hyper intéressant. Mais oui, c'est le Japon qui est resté. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a fait rire parce que du coup je vois qu'il y a un créateur de contenu qui s'appelle Nota Bene qui est actuellement au Japon. Et qui a mis une phrase en story, je sais pas, hier, avant-hier, et qui a résonné. C'est la première chose que je me suis dit la première fois en arrivant au Japon, c'est que j'arrivais dans un endroit que je connaissais intimement. C'est-à-dire, je n'ai pas été surpris. C'était l'image que j'avais construite dans ma tête du Japon, c'était ce dans quoi j'arrivais. Et avec les défauts qui allaient avec toute la complexité, avec toute la rigueur, surtout à Tokyo, etc. Et donc j'étais ravi de ne pas avoir fait naître en moi des désillusions sur le pays. Tu vois ? Je sais pas comment dire ça. Et donc ça m'a enchanté. D'accord. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai adoré de ce premier voyage, visiter Bizen, avec le Bizen-yaki. Ça, je pense que ça me reste depuis... Ouais. J'ai une petite fascination pour Bizen-yaki. Pour Bizen ? Ouais. C'était assez fou. Je sais pas, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce pays, donc c'est compliqué de... Ouais, je m'arrête pas sur un détail, puisque c'est le pays et les gens qui y habitent que je trouve intéressant, avec lesquels j'ai envie d'échanger continuellement sur tout un tas de sujets, finalement.
Maintenant, en fait, tu vas au Japon chaque année, plusieurs fois par an. Ouais. Genre, des fois 4 fois par an. Est-ce que Genre, on va dire, en moyenne, ça doit faire 2. 2 fois par an? Voilà. 3, 2. 3 mois. On me souffle Ah, dans oui. l'oreillette 3. Pendant 3 mois par an, peut-être Ouais. maintenant. Oui. Donc la moitié de l'année, il est au Japon, en fait. Non, j'aimerais bien, mais non, je ne peux pas. Mais ouais, 2-3 mois par an, quoi. Voilà. Et moi, ce que je voulais savoir un petit peu plus, c'est parce que tu y es pour des longues périodes et tu nous fais découvrir vraiment des lieux qui sont pas communs. Mhm. Comment tu construis tes itinéraires, tes voyages et que tu choisis ces lieux? Bon, t'as déjà dit que tu faisais des partenariats avec les préfectures, donc on peut se dire que aussi il y a cette partie-là. Non, du coup, ça, Comment t'as construit ce genre de profite. relation? Comment tu... Première, les jobs avec les préfectures, bah, je vais pas être bête, c'est-à-dire je vais en profiter pour tourner des vidéos, même si Of pour course. plein d'endroits, c'est pas directement pour faire des vidéos que je vais être là-bas. Mais comment je construis les itinéraires? Alors, je passe un temps énorme sur Google Maps à regarder des adresses partout. Mais vraiment, je peux y passer une quantité Mais en d'heures. général, et ensuite tu décides d'aller dans cette région ou tu te dis je dois aller dans cette région et après tu regardes les adresses? C'est les deux. En fait, je note aussi plein d'adresses d'endroits de préfectures dans lesquelles je suis pas encore allé, de localités dans lesquelles je suis pas encore allé, en me disant bah un jour, à force, je vais avoir noté 3-4 adresses et du coup j'irai. Je vais aller me passer une journée là-bas, j'allais me passer 3 jours là-bas, j'en sais rien. Donc ça peut se faire comme ça. J'essaye le moins possible, ce qui ne fait aucun sens avec la partie de production de vidéos sur les réseaux sociaux, mais j'essaie le moins possible de prendre des adresses sur les réseaux sociaux. Non mais, justement, c'est génial. C'est ça qui fait que tu as des adresses qui Mais il y sont a particulières. des tu vois, adresses, ce il y a que des tu te adresses dis. super sur les réseaux aussi, hein, parce que tu Oui. vois, j'en ai testé 2 pendant le dernier séjour, là, j'étais un mois et demi, j'ai testé 2 adresses sur les réseaux. 2. Il y en a Tu en as une, 2 mois quand même. oui, bah parce qu'après c'est pas le but. Je suis là pour proposer des adresses, je suis pas là pour aller. Pomper les adresses. Bah et puis c'est le but, c'est de proposer, comme tu dis, des choses un peu différentes de temps en temps quand il y a l'opportunité, quoi. La première adresse, c'était hyper déceptif. Parce qu'en fait, c'était tourné pour vendre de la fausse viande de Kobe, qui viande était bonne, mais bon bref, c'était un peu Comment tourné. ça, fausse viande de Kobe? Bah, parce que je pense que c'était pas de la viande de Kobe. La viande était bonne, mais je pense pas que c'était de la viande de Kobe. Et le riz était immonde. Et donc là, quand tu dis le riz est immonde et que t'as des très bonnes reviews sur Google Maps Il y a un et problème. sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont uniquement des étrangers qui n'ont pas l'habitude de manger du riz dans leur quotidien qui y vont et qui du coup sont pas critiques. Parce que vraiment, tu mets des Japonais dans cet endroit-là, je pense qu'ils auraient défoncé l'établissement parce que le riz n'était pas mangeable. C'est aussi bête que ça. Et par contre, je suis allé tester une adresse de ramen que j'avais vue, je sais plus, je pense sur TikTok ou un truc comme ça, avec des super reviews aussi sur Google Maps. Après, je me dis bah vas-y, je vais tester. Et c'était super. Oui. Donc là, comme ça, je me souviens plus du nom. Je note toujours, quand on a l'adresse que je vois par les réseaux, du coup, je note qui c'est qui a indiqué l'adresse. Comme ça, si j'ai l'opportunité de tester 2-3 adresses de la personne, ça me permet aussi de voir si on est raccord. D'accord. Parce que c'est ça que moi j'aime pas dans le fait de prendre des adresses de n'importe qui, n'importe comment, c'est qu'en fait tu ne sais pas ce que la personne aime dans la vie, tu connais pas son niveau d'exigence ou son niveau de connaissance ou j'en sais rien. Tout à fait, ouais. Et même des adresses qui peuvent être très bonnes pour plein de gens, si ça tombe pas sur une manière ou une cuisine qu'on a l'habitude d'aimer ou autre, bah en fait on va juste passer un mauvais moment. Et juste parce qu'on partage pas la même chose que la personne qui met des reviews. Et ça veut pas dire pour autant que la personne a tort. Mais c'est juste qu'on... On n'a pas les mêmes goûts. Ouais, on n'a pas les mêmes goûts. Donc voilà, pas trop d'adresses via les réseaux sociaux. Mais après, moi, ce que je reproche aux influenceurs, entre guillemets, Bah beaucoup. dont on fait partie, hein. dont on fait partie. Ouais, mais souvent, tu vois, il y en a qui se basent que sur ça, que sur les adresses qu'ils voient sur Insta. Ils te font mes adresses préférées dans telle ville ou mes top 5 de... Oui, puis ils vont dire que c'est bon parce que c'est une adresse qui est des réseaux. Et très souvent, Alors tu si c'est pas remarques bon, aussi... c'est pas bon, quoi. À un moment, Déjà, c'est pas bon. Et tu remarques aussi que très souvent, ça va aller prendre des adresses de influenceurs japonais et juste retranscrire en français. Et ça, je trouve que c'est un peu scandaleux, tu vois, parce que c'est trompeur. Bah puis il faut aller tester. C'est sûr que les comptes qui vont voler des vidéos
Et en vous faisant croire qu'ils y sont allés, qu'ils ont aimé, etc. Bon, bah oui. Ou qu'ils connaissent que c'est leur adresse, mon adresse fétiche au machin, alors que ils y sont allés une fois juste parce qu'ils l'ont vu sur Insta. Ou voire ils n'y ont jamais foutu les pieds, hein, ça arrive aussi, hein, malheureusement. Donc, oui, ils prennent juste les vidéos de... Ouais. Mais ça, on va dire, c'est les travers des réseaux sociaux. Oui, aussi. C'est pas... Il y a plein de comptes de gens qui sont gourmets, qui ont des bonnes adresses et tout ça, il vaut mieux aller se diriger là-dessus, plutôt que sur des gens qui sont autocentrés et qui vont passer toutes leurs vidéos à raconter uniquement leur quotidien et leur petit nombril et de temps en temps à faire popper des adresses qu'ils sont allés choper sur des réseaux. C'est sûr que c'est pas des comptes sur lesquels je vais accorder un crédit immense dans les adresses qu'ils partagent, quoi. C'est certain. Ouais. Voilà. Après, comme tu dis, d'un côté les préfectures, beaucoup de temps à chercher, fouiner. Et alors, moi j'aime bien être très organisé en amont de mes voyages. Donc c'est vrai que j'ai des emplois du temps qui sont très construits et j'ai déjà calé beaucoup d'adresses en amont. Aussi parce que t'as simplement plein de très bonnes adresses, faut réserver pour y manger. Ouais. Donc le coup de je vais dénicher plein de pépites, je note aucune adresse et puis je verrai bien en marchant, je vais dénicher des pépites. En fait tu vas manger 2 pépites sur 10 restaurants. Alors que si tu fais le travail en amont, tu vas manger 8 pépites sur 10 restaurants. C'est aussi ça. Donc c'est pas mal de préparer. Et c'est bien de se garder un peu de temps dans un séjour pour effectivement balader, il y a toujours des bonnes surprises. Aussi simplement de changer son programme en cours de voyage, mais d'avoir au cas où quand même des choses qui sont prévues, d'avoir regardé les endroits où on va, ça aide beaucoup, hein. Ça évite de perdre du temps, d'arriver à 12h30 et de se dire maintenant je commence à avoir faim, je vais commencer à regarder où je vais manger. Non. Vous avez retrouvé dans des attrapes touristes. Mais complètement. Parce qu'il faut savoir que quand il y a aussi ça, c'est que quand vous visitez des lieux qui sont particulièrement touristiques, les établissements s'adaptent aux touristes et c'est pas forcément de la vraie nourriture locale, quoi. Ou sinon elle va être très chère. Parce qu'après il y a quand même cette chance-là, c'est que même dans des lieux très touristiques, on peut manger convenablement, on va dire. C'est cher, mais on peut manger convenablement. En pourcentage, j'ai l'impression qu'on mange plus facilement mal en France à la dernière seconde qu'au Japon. Mais notamment là, quand je me suis baladée à Kyoto, dans les artères les plus touristiques, je suis tombée sur des brochettes de soi-disant wagyu ou des trucs à la con comme ça, et ça c'est pas du tout... Non, on est d'accord. Ça coûte 2000 yens et... Ce sont des attrapes touristes. Voilà, c'est plus de ça dont je parlais. Ouais. Aussi, je prends très rarement les recours en MP. C'est-à-dire? Des gens qui vont m'envoyer en message privé des recommandations directes de j'ai adoré cette adresse-là. Un peu pour la même raison des créateurs de contenu qui je ne sais pas si je partage des goûts en commun. Des personnes avec qui j'ai échangé 3 smileys. Ouais, ça arrive vraiment souvent. Ouais. Mais des personnes avec qui j'ai échangé 3 smileys en 5 ans et qui vont me partager une adresse, en fait, je connais rien du tout de la personne. Et en fait, ça coûte cher d'aller à l'autre bout du monde. J'ai pas le temps de prendre le risque de tester plein d'adresses qui me plairaient pas. Ouais, c'est Parce que ça coûte super cher. Et puis à la fin, je veux dire, tu payes les hôtels, tu payes la bouffe, tu payes les transports, tu payes l'avion pour aller là-bas et tout ça. J'ai pas envie de prendre le risque de tester plein d'adresses qui me conviendraient pas. Donc c'est vrai que souvent, je vais pas prendre une reco via message privé. Je vais éviter. Vous êtes prévenu. Mais et je dis ça et en même temps ça m'est déjà arrivé d'aller dans des adresses comme ça parce que il y a aussi plein de gens avec qui moi j'ai grand plaisir à discuter avec tout le monde et à répondre à tout le monde en message privé, etc. Il y a vraiment des amitiés qui se sont créées, des gens que je connais dans la vie, maman, voilà aussi bien sûr, mais aussi des personnes qui sont pas du tout dans la création de contenu et avec qui je vais discuter quasiment tous les jours. Et donc ces gens-là, j'apprends à les connaître, ils apprennent à me connaître, et donc quand il y a des adresses qui viennent de ces gens-là, je sais qu'on a des trucs en commun. Je sais aussi qu'ils ont pu déjà tester certaines des adresses que j'ai indiquées et que ça a pu leur convenir. Donc je sais qu'on va avoir des visions similaires. Ouais. Donc des personnes comme ça, bien évidemment, je vais suivre leurs recommandations. Des personnes dont je connais absolument rien, je vais pas prendre une journée pour aller tester une adresse avec le risque que ça soit pas bon, quoi. T'as raison. Voilà. Toi, tu prends beaucoup d'adresses Jamais. de gens qui te... Jamais. Mais on me suggère pas beaucoup d'adresses déjà, parce que moi, mon contenu, il est pas focus cuisine. Oui, il y a pas écrit cuisinière, en gros, dans ta bio, quoi. Donc, on va me balancer des réels en mode, tiens, lui, il a dit ça, lui, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, mais je sais pas trop dans quel contexte, parce qu'on me
On met pas de message. Tiens, d'ailleurs, petite gueulante au passage. Je suis un être humain. Donc, un petit bonjour. Un petit bonjour, c'est toujours très agréable parce que, bon, je dis pas que je suis une superstar, mais si tu reçois une dizaine de réels d'inconnus dans la journée où ils te balancent juste le réel et tiens, démerde-toi avec, tu sais même pas pourquoi on te l'envoie. Des fois, c'est rude. Je trouve que c'est un peu rude quand même. Ouais. Bonjour au moins. Regarde, est-ce que tu as vu cette vidéo? Je sais pas. Je suis une humaine. Voilà, c'était tout. Je vous promets, elle est humaine. On dirait pas comme ça. Ce n'est pas que la meuf la plus stylée de Paname. C'est Arrête. aussi un humain. Je vais laisser ça au montage, hein, sachez-le. Mais ouais. Oui, non, pour répondre à ta question sérieusement, on me balance pas tellement d'adresses à aller tester. Enfin, peut-être à Paris plus. Et en général, effectivement, c'est pas des adresses que je vais aller tester parce que généralement, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment le truc que tout le monde a fait avant. Ou alors le truc qui est sorti sur le guide ultime où il y a 1 milliard de gens qui vont et où il y a la queue. Oui, du coup, t'as une grande file d'attente. Et du coup, je me dis, si déjà ça tourne sur les réseaux, quel intérêt pour moi d'aller en rajouter une couche? Après, si vous voulez mon avis sur le resto, c'est autre chose, mais exprimez-vous du coup. Parce que du coup, moi, je le prends pour est-ce que va voir le resto. Oui, alors que ça peut être des fois effectivement juste une demande de qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'as vu, est-ce que voilà, t'as mais testé, du coup, je peux pas décoder. Ouais. Et je n'y vais pas parce que je me dis, bah si c'est déjà en train de boomer partout et qu'on m'envoie 5 fois le même réel, j'ai pas besoin moi d'en rajouter une couche dessus. Ils doivent déjà être plein de monde. Oui. Et à la limite, moi, j'y vais après toute la vague de trend parce que ça marche toujours. Ça fait un petit rappel. Et du coup, je vais y aller en décalé, mais pas. Mais c'est juste ce que tu dis aussi pour les établissements, parfois c'est très dur quand ils ont une énorme visibilité d'un coup auquel ils sont pas préparés. C'est toujours bien de voir avec les établissements, surtout ceux qui sont pas forcément très chers et qui ont pignon sur rue. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent attirer un maximum de personnes. Est-ce qu'ils sont OK pour qu'il y ait genre une grosse campagne qui arrive d'un coup de plusieurs personnes qui va parler d'eux. À Paris notamment, ça arrive très souvent. Et après moi j'ai parlé avec plusieurs restaurateurs, par exemple, où j'ai un exemple très précis d'une petite dame de Kyushu qui fait des bento à tomber par terre de karaage. Elle s'appelle 4 mètres carrés. Petite pub pour cette dame. Elle ouvre 2 fois par semaine. Et j'y allais avant que ça fasse du buzz sur les réseaux, justement. Et c'était génial. Tu pouvais discuter avec elle. Elle avait mis 2 tables devant son petit truc, son petit comptoir. Tu pouvais papoter. Et c'était très agréable. Mon mari adorait papoter avec elle en japonais. Tu sais, en plus, sa maman vient de Kyushu, donc ils avaient beaucoup de choses à se dire parce qu'il a passé tous ses étés à Kyushu. Et c'était agréable. Alors que là, en fait, ça a fait le buzz sur les réseaux. Il y a eu des millions de vues. Depuis, ça fait quelques années déjà, tu vois. Et tous les midis, tu as 2 heures de queue. Tous les midis. Ce qui est très très long parce qu'elle les fait sur le pouce. Ah, sur l'instant? Sur l'instant seule. Elle est vraiment dans 4 mètres carrés. Ça s'appelle 4 mètres carrés parce que c'est tout petit. Oui, donc elle peut pas avoir du staff avec elle en plus. Non. Ah oui. Il y a même pas la place d'avoir du staff, donc elle a 4 bento alignés devant elle et elle est là en train de frire, en train de faire ses nas dengaku. Tu ne peux plus échanger avec elle parce qu'elle peut même pas lever la tête du truc. Et là, typiquement, là, ça à certains moments, elle a dû fermer, elle a fermé, elle a fait des pauses, quoi. Parce que je voyais que c'était fermé avec un panneau fermé de telle date à telle date parce qu'elle pouvait plus. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai quand vous m'aurez oublié parce que elle le faisait pour le plaisir. Elle nous expliquait que c'était pas son métier principal. Enfin, elle faisait des bento au Japon. Quand elle est arrivée en France, elle est devenue assistante maternelle. Donc elle a un taf. C'est pour ça qu'elle l'ouvre pas tous les jours. Et ça, c'était vraiment parce que ça lui manquait de faire la cuisine. Ah oui. Et donc, quand c'est devenu industriel, ça c'est devenu... Paris, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, c'est pour ça aussi. Rester dans la communication avec les établissements concernés, c'est pas mal, Oui. Et surtout quand t'as des très gros comptes. Après, c'est pas moi qui l'ai fait de buzzer. Oui, mais c'est plutôt le guide ultime. Ça, certainement. Depuis là, maintenant, c'est plus possible d'y aller, quoi. Quand t'as des immenses comptes comme ça, en fait, ils changent la vie des gens. Mais du coup, il faut que positivement et aussi. Mais il faut que ce soit avec l'accord des gens, du coup, parce que ça peut être subi aussi, quoi. Avec le travail, du coup, on a bien compris que t'es amené à aller au Japon très souvent, et donc à travailler avec les Japonais, à travailler avec les locaux.
comment ça marche au niveau des différences dans l'éthique du travail, non seulement l'éthique, mais aussi la manière de travailler, la manière de faire du business entre les Japonais et les Français. Il doit y avoir eu pas mal de... Alors, je vais essayer de pas faire de généralité, du coup, parce que je ne veux pas être ce connard qui va dire, les Japonais, ils sont comme ça. Non. Je vais essayer de pas tomber dans ces clichés-là autant que possible. Mais bien sûr que tu sens des différences culturelles fondamentales, entre des pays qui sont si diamétralement opposés que le sont la France et le Japon. Ouais. Vraiment, bien sûr. Bien sûr. La chose avec lequel je commence à avoir le plus de mal, c'est par exemple, le manque d'informations partagées en journée et de devoir attendre un nomikai alcoolisé pour que des messages passent. Oui. Et ça, c'est toujours le cas. Bah oui. Après, tu vas voir des différences quand ça se passe à Tokyo. C'est dans un cadre plus simple, plus amical, plus chill, pas vraiment d'obligation de boire, etc. Tu vas dans certaines localités à la campagne, plus profondes. C'est tout le monde s'installe, on commande tous un premier verre. Moi, le temps de prendre une gorgée, ils se sont enquillés une pinte, quoi. Et parce qu'en gros, il faut que ça aille, il faut que t'aies l'excuse de l'alcool pour pouvoir libérer tout, quoi. Mais c'est une excuse aussi, parce que du coup, ils en profitent pour tout balancer à ce moment-là. C'est de là que les nomikai sont si importants pour certaines personnes. Après, j'ai l'impression que ça a tendance à changer parce que les générations plus jeunes ont peut-être moins envie pour certains de tomber dans l'alcoolisme. Mais il y en a de plus en plus qui ne boivent pas forcément au Japon. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que ça passe beaucoup plus simplement qu'en France, par exemple. Le fait de ne pas boire d'alcool n'est pas un souci, parce que tu as toujours des cartes de soft et qui sont au même prix que les cartes des boissons alcoolisées. Oui. Donc, dommage pour ceux qui boivent pas d'alcool, du coup, ils payent le même tarot, voilà. Mais du coup, c'est pas un débat. Ouais. Tu bois une boisson au même titre que n'importe qui. Par contre, t'as des nomikai où t'es obligé que ça soit alcoolisé, quoi. Et tu sais, cette facilité à faire passer un message sans te le dire. Oui. Voilà, on te le fait comprendre les choses. La barrière de la langue peut très vite atteindre ses limites, hein. Le passif agressif se comprend très bien. C'est ce qu'on appelle le kibun. Je l'ai appris récemment, hein. Je me la pète pas pour, mais on m'a appris récemment que ça s'appelle le kibun. Et que, effectivement, c'est tout ce que tu peux, retenir de l'atmosphère. C'est comme le KY, Kukyoyomu. Où il faut savoir lire l'atmosphère plus que les mots. Complètement. J'ai déjà eu ça vraiment en exemple vécu de critiques passées sur une fois que la personne est partie cette personne elle sait pas lire l'atmosphère. Beaucoup. C'est limite plus important que de savoir parler ou tchatcher ou... Ouais. Tu sentais que la personne, elle avait fait un crime de lèse-majesté, quoi. Bah, elle fait un flop, du coup, c'est ça, c'est du coup, elle va être un peu écartée d'autres nomikai. Des gens qui vont rester au travail, se croiser au travail, mais qui vont être un peu écartés des nomikai parce qu'en gros, la personne sent pas vraiment l'atmosphère. Du coup, elle va répondre à côté, parler pas au bon moment, avoir des gestuels pas forcément adaptés, et tout le monde s'analyse beaucoup, ça reste... L'excuse de l'alcool n'est qu'une excuse. Tout le monde s'analyse à mort dans un nomikai. C'est quand même épuisant aussi pour ça. C'est que c'est quand même un moment très faussement pas codifié. C'est totalement codifié, quoi. Ouais. C'est limite même plus codifié que... Ouais, avec certains trucs comme là, du coup, ça devient du relationnel d'humain à humain. C'est plus codifié par des règles de travail, de trucs normaux de société ou autre. Là, t'es dans ce que les gens pensent vraiment et regardent vraiment, et du coup, ça peut être c'est un exercice, ouais. Et est-ce que tu as des anecdotes, justement, où toi, par exemple, tu te serais fait reprendre, où tu aurais compris que tu as gaffé sur certains trucs, ou alors... Non, moi, j'ai un exemple d'une fois où, effectivement, tu deviens rouge, parce que c'est très facile de comprendre le passif agressif, hein, quand il y a quelque chose comme ça, hein. Et donc, ça m'est arrivé une fois... en fin de plusieurs tafs, où donc j'ai un japonais qui est un niveau de langue japonaise qui est très basique. Donc je connais des formules de politesse qu'on va apprendre dans les livres, et même quand elles peuvent être soutenues, quand même quand c'est du keigo, des fois le premier step de keigo c'est pas suffisant. Ouais, en fonction de la personne que t'as en face aussi. C'est ça. Et j'ai déjà eu ça d'un patron de boîte
De boîte. Ouais, qui en gros dit après en fin de repas d'un truc Devant tout le monde. ouais, devant tout le monde où on parle de la langue japonaise justement. Et il glisse à ce moment-là, en gros, ça serait super que tu apprennes des phrases en gros plus empoulées pour remercier en fin de repas quand t'es invité quelque part. Genre Oishiku itadakimashita. Et là, donc des niveaux de keigo qui sont même Le pas... goshi sosama deshita, ça ne suffit Non, pas. ça va pas du tout. C'était pas assez, tu vois. Mais c'était dit, vraiment, on parle chi là. Mais sauf que c'était dit. Et tu comprends très bien ce que ça veut dire. C'est ok, il y a pas, ça a pas été. C'est cool, tu parles japonais, mais Si on en vient à te dire ça, c'est que du coup tu ne l'as pas fait avant. Sinon on ne te dit pas ça. Donc si t'as pas fait avant, c'est que c'était une erreur avant. C'était pas très grave. C'est dans tous les cas, je suis extrêmement poli. après, je et tiens à tout, souligner. C'est pas du japonais courant, ça. Hein. Oui, mais Ouais. je tiens à souligner aussi surtout que si on te dit ça, c'est qu'on te considère un step au-dessus de l'étranger moyen et qu'on considère que tu sais, tu connais les codes et Ouais. que du coup on s'attend à beaucoup plus. On est plus strict Ouais. avec toi du coup. Bah, Donc et, c'est aussi du coup, tu quelque vas part un compliment. apprendre. Oui, oui. Tu vois, C'est effectivement, c'est on pas. te pardonne plus facilement. C'est ça, je suis pas Plus exclu, difficile. je suis pas exclu. Et c'était pas. Encore, tu vois, je dis un exemple comme si c'était immense, machin. En vrai, c'est même pas. J'ai pas fait de faute professionnelle, j'ai jamais été mal poli et tout. C'était juste, ok, maintenant qu'il y a des gens que tu rencontres plusieurs fois, ton niveau de japonais de Faut base, step il est up, trop quoi, de gars. base. C'est ça. Mais d'un autre côté, Oishiku itadakimashita. À quel moment tu Je l'entends? ne l'ai jamais entendu. Après, moi, Voilà. je ne fais pas de dîner business au Japon. Mais c'est ça, c'est-à-dire que même des collaboratrices de ce gars-là lui disaient, même un japonais lui a dit, je n'ai jamais entendu cette phrase. Ils lui ont dit. Ouais. Parce que du coup, c'est vraiment quand t'es dans un cadre hyper, Genre, hyper, tu hyper devais le soutenu, quoi. considérer comme, tu devais le traiter un petit peu comme un dieu, limite. Mais c'est que, en gros, donc c'est dans un cadre où, bah, t'es dans un taf en déplacement, etc. Donc effectivement, les restaurants te sont payés, tu vois. Ouais. Et remercier Gochiso Samadeshita, qui est la façon aussi de remercier la personne qui t'invite, d'accord? Ça vaut pour on va dire un certain nombre de fois. Quand il y a plus de fois, au bout d'un moment, faut step up encore, tu vois. Mais il dit, oui, je sais pas. Bah, Donc ça restait très gentil. C'était une manière de dire, ok, vas-y, je te donne ce tips-là, apprends-le et sers-toi de ça la prochaine fois. C'était pas une erreur de et ouf. step up. Voilà. Step up. Ouais. Mais c'était très drôle de voir qu'à la table, tout le monde a bugué en disant, mais vas-y, personne n'utilise ça, quoi. C'est vrai, ok, mais il faut aussi. Donc, Il faut. ouais, mais bon. Ouais. Moi, je dis, d'un côté, c'est un petit peu un compliment camouflé. Bah, de toute façon, Parce que le du coup, coup il dirait pas ça à tu sais, quelqu'un le qui passe-droit, j'ai maîtrise déjà pas. entendu sur les réseaux. La gaijin moult card. fois, vraiment. Et ça, soyez préparés, hein. Ça marche la première fois que tu rencontres la personne. Tu vois la même personne le lendemain dans le même cadre, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu dois connaître des codes. Ça Surtout vaut, si tu veux faire du business avec eux, mais faut le dire. tellement. Non, ça vaut pour la première fois que tu te rencontres ou c'est vraiment pour dire enchanté, enchanté. Mais c'est voilà, ok les 5 premières minutes, mais après la gaijin card ça marche pas du tout. Après, Hein. tu restes dans un plafond de verre un petit peu, t'es Bah, bloqué. si tu jamais te permets de n'arrives pas à- l'utiliser, du coup tu vas être mis de côté immédiatement. Effectivement. Et je pense qu'il y en a qui sont aussi dégoûtés dans le travail au Japon parce qu'ils utilisent ça dans le cadre du travail, sans respecter les règles, même si des fois elles sont absurdes, mais sans respecter les règles de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et là, ça bloque. Ça les empêche d'évoluer dans leur propre boîte, ça les empêche. Enfin, ils vont se faire un peu blacklister aussi par leurs collègues. Au niveau des soirées alcoolisées, Ouais. est-ce que tu as des anecdotes de gens qui ont lâché des trucs un petit peu trop compromettants, sans citer de nom, hein, bien sûr, mais si tu as des anecdotes marrantes où ça Alors, se lâchait un très petit peu trop. compromettant, non, mais des trucs un peu rigolos. Tu sais, c'est quoi l'adage? C'est ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Ah ouais? Ce qui se passe en Nomikai reste à Nomikai. Enfin, il se dit des choses dans les Nomikai quand même. J'ai entendu dire souvent que il se dit des choses, il se passe des dingueries, et le lendemain, ils sont tous comme avant, avec un espèce de mur. Exactement. c'est ça. Vas-y, j'ai 2 exemples comme ça. Vas-y. Il y en a un vraiment très drôle. Je passe donc Ogasawara. Je passe 10 jours là-bas. 8 jours avec des Japonais qui ne me parlent que en japonais.
On fait une soirée alcoolisée, ça se met à jouer aux cartes, etc. Ils parlaient tous anglais. Mais non. Ils parlaient tous anglais. Mais non. Donc ils m'ont parlé la soirée en anglais. Le lendemain matin, ils m'ont tous reparlé en japonais. Ils faisaient comme s'ils parlaient pas anglais. Parce qu'ils avaient pas tous le même niveau. En gros, t'en avais une qui parlait genre vraiment bien anglais, et les autres qui balbutiaient comme moi mon niveau de japonais, tu vois. Et donc tu sentais un peu le truc de ok, devant les autres collègues, on va pas montrer que je parle super bien japonais. Donc vraiment, c'était En anglais, tu veux dire? ah oui, que je parle super bien anglais. Donc t'avais tout ce truc de arriver à la soirée, mais putain, pourquoi on discute pas en anglais sur des trucs où vraiment il y a eu plein de moments où on se comprenait pas pendant 8 jours, c'est long. Où ça buguait. Ça buguait, etc. Et ils ont pas lâché l'affaire, ils ont pas... Non, ils parlaient en japonais. Là, Nomikai, ils parlent tous anglais. Et le lendemain matin, c'était fini. Plus d'anglais. Génial, ça. Plus d'anglais. C'était, mais, donc, je trouve ça très drôle. C'est vraiment, ça c'est m'a génial. fait mourir de rire. C'est Et puis, hallucinant. vraiment, ce truc, tu travailles le lendemain matin, tu dis, bah, ok, c'est bon, on va échanger en anglais. Du coup, ça, là... C'est mort, tu parles eh ben, anglais, tu réponds en japonais. Et on dirait qu'ils oublient cet instant. En fait, on dirait que c'est un instant suspendu dans le temps. Exactement. Il n'a jamais Exactement. existé. Le lendemain, tu oublies même qu'on s'est fait limite des poutous, quoi. Bah, par exemple, là, Autre exemple. Autre exemple. De choses racontées en soirée et où tu fais comme si ça ne s'était jamais dit en dehors de ça. Donc j'ai un collègue du moment japonais en nomikai qui m'explique qu'avec sa femme ça va pas du tout, qu'ils sont pas du tout raccord sur l'éducation avec leur fils, que vraiment il est allé dans le perso, quoi. ils dorment plus dans la même pièce, genre vraiment dans le perso. Ok. Et qui me dit que le lendemain, c'était en déplacement, que le lendemain il allait avoir sa femme au téléphone et qu'à tous les coups ils vont encore s'engueuler et que de toute façon ils se parlent plus et machin. Ok, d'accord. Donc toi t'es là, tu compatis, machin. Donc le lendemain, déjà tu n'en parles pas comme ça, mais je savais qu'il allait avoir sa femme au cours de la journée au téléphone. Donc le soir, je lui demande si ça a été. Et vraiment, ça a été, oui, pourquoi? Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Mais tu crois qu'il a oublié qu'il t'a dit tout ça, ou alors il a fait Non, il était pas à ce point de cuit, c'est-à-dire que c'est vraiment, genre, tu prends ton premier verre d'alcool, c'est bon, t'as la parole qui est libérée, quoi. T'as pas besoin de te mettre une race pour te mettre à parler. Donc il sait très bien ce qu'il t'a dit. Ah, bah, bien sûr. C'est génial, ça. Mais de ouf. Parce que moi, j'ai jamais vécu ça, tu vois, j'ai jamais fait du business avec le Japon. Je pense que c'est pas la majorité des gens. En fait, comme ce sont des anecdotes, ça ressort beaucoup et ça reste dans les esprits. Je pense pas que ça, tu vois, on peut pas faire de généralité à partir de ça parce que c'est des petites anecdotes ci et là. Seulement, comme ça se passe pendant ces moments-là et avec ces espèces de pseudo-règles de nomikai, je pense que du coup, ça donne cette teinte à tous les nomikai. Alors, je suis pas sûr que ça soit vrai. La majorité des nomikai, il s'est jamais passé ça, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant. Oui. Très marrant. Bah, surtout, tu sais pas comment te tenir, du coup. Mais du coup, comment t'as réagi après qu'il ait fait ça? T'as fait genre, j'ai backup, tu rembobines, c'est ça. Bah oui, tu gardes pour toi, et puis, j'ai rien dit. Ok, tant pis. On sait, mais on sait pas. Et lui, pour cette personne-là, t'as envie de dire, fais peut-être moins de nomikai et va voir des psys. Peut-être. Parce que là, l'alcool va pas t'aider, Oui, c'était ça, en fait. C'était son psy. En vrai. Bah ouais. Mais en tout cas, c'est une personne qui en a besoin, tu vois. Elle a besoin de s'exprimer, très clairement. Et elle utilise l'excuse de l'alcool pour réussir à s'exprimer, ce qui est triste. Ce qu'on peut imaginer, super destructeur, quoi. Ouais, c'est rigolo, des fois, les nomikai. C'est pas que alcoolisé. Ça peut être rigolo. Je travaille pas beaucoup avec des entreprises purement japonaises, hormis du coup des administrations, genre d'équivalent de mairie, bureau du tourisme. Ouais. Mais la part des gens avec qui je bosse sont en lien avec des pays étrangers, donc ils ont pas spécialement au bout d'un moment dans la mondialisation, tu vois, les entreprises. Ça se perd, ça. Ouais, le boulot se ressemble. À la fin, t'as des mails. Et puis de plus en plus, on peut dire que quand même les Japonais sont habitués à échanger des étrangers et que c'est de moins en moins vrai, ces espèces de... Tu vois que c'est en train d'évoluer, on est en train de vivre la période où ça évolue. On voit un des trucs que je trouve les plus marquants, c'est tu vois les sites internet japonais évoluer. Qu'il y a encore une majorité de sites qui font avec
1 milliard de textes et de photos sur une même page, c'est parfaitement illisible. Dixit Rakuten, hein, je dis ça, je dis rien. Ouais. Rakuten, c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar. Mais ces sites, ce sont des cauchemars. Et petit à petit, Ça ils sont en commence à train de se- changer ça pour du coup le message soit lisible, on puisse trouver une information. Voilà, c'est en train d'arriver quand même. Hein. Tu sais que mon mari quand même dit que ce genre de site fouillis, Mhm. son cerveau est habitué à ça et lui il se repère plus là-dedans. Bah, Tu- peut-être. Genre, Hein, il est dans le déni total, hein, mais genre par exemple on cherche des cadeaux pour la fête des mères ou des pères sur ce genre de site. Ah, sans avoir une idée à l'avance. Ouais. Et lui, il est là, oui, non mais pour moi c'est très clair, regarde, il y a tellement d'infos. J'ai dit oui, mais t'as vu la gueule des infos, comment elles sont hein. Mais c'est ça. Et il dit oui, mais c'est adapté au cerveau japonais. Je suis là, arrête. Ouais, 2 secondes, hein, ça va. Hein. Parce que foutre en plus des textes en format image sur les trucs que tu peux pas agrandir, c'est-à-dire que c'est illisible, c'est tout petit, c'est illisible, t'essaies d'agrandir la page internet et en fait c'est une photo en fait. C'est complètement pixelisé. T'as que des trucs comme ça, non, vraiment, il y a beaucoup de sites qui mériteraient des mises à jour. Mais c'est en train d'évoluer, mais on voit que ça évolue. On voit que ça évolue. Quand même, Et tu penses que c'est un signe aussi de l'évolution de la mentalité, du coup? Que c'est un premier signe d'évolution de la mentalité, enfin de la mentalité ou de la... Ou pas de l'évolution de l'approche mentalité business ou de la mondialisation, ouais, de la mondialisation. C'est-à-dire que petit à petit, comme on l'a énormément en France, on perd des biais culturels pour gagner des biais culturels d'autres pays. Où les choses se lissent beaucoup. Alors, dans le cadre de la France, par exemple, ça va être quand même beaucoup avec les États-Unis. On voit bien que même les... Si, ça arrive dans la société aussi, parce que les idées en France deviennent de plus en plus américaines. Ouais, clairement. Ça se sent, en fait. Clairement. Donc, bien sûr. Mais ça a commencé On aussi... va pas commencer à parler politique, non. mais il y a un certain Non, parce que c'est même chef pas d'État question... qui aime les États-Unis aussi beaucoup. Mais c'est même pas question que de politique, c'est plus de manière générale, on voit que forcément les choses se mélangent beaucoup et les idées se mélangent de pays à pays, de culture à culture. La France aujourd'hui est un peu plus prude qu'il y a quelques années. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est pas la question. Le fait est J'ai qu'on pas le droit de évolue. répondre. Non, mais c'est que C'est un autre sujet. c'est pas un jugement de valeur. C'est juste C'est le fait un que fait, ouais, ça c'est un évolue. Le Japon qui s'ouvre de plus en plus vers le reste du monde, forcément prend aussi des codes d'autres pays. En ce moment, il y a un sujet qui est très au centre de l'actualité japonaise et du... Bon, je vais encore utiliser des mots très bateaux, mais sur-tourisme, mais c'est un fait. Donc, dans les villes concernées, notamment comme Kyoto, on voit de plus en plus émerger des réticences. Ne serait-ce que l'autre jour, mon mari m'a dit qu'aux news, à la télé maintenant, ils interviewaient des Japonais qui en avaient ras-le-bol, des étrangers qui savent pas se comporter, des touristes qui ne connaissent pas le pays, qui se renseignent pas un minimum et qui se comportent n'importe comment. Parce qu'ils ont pas les codes. Et au-delà de ça, même les Français, je vais pas parler pour les Américains ou les Italiens, parce que moi c'est plutôt la communauté française que je regarde, mais il y a beaucoup des Français qui vivent au Japon depuis des années, qui commencent à se plaindre de voir de certains profils qu'ils n'ont pas envie de voir au Japon en fait. Qu'est-ce que... Alors, par quel bout prendre ça? C'est une grosse question. C'est une très grosse question. Mais ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que t'as... L'incivilité des touristes au Japon. Là, j'ai bien des choses à en dire là-dessus. Moi, je trouve ton point de vue intéressant parce qu'on en avait parlé en off. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien que tu réexpliques ça parce que je trouve que c'est très intéressant. Alors, d'un côté, il y a les incivilités qui sont exacerbées via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en réalité, il y en a... Une traction sur les tories, tu veux dire? Par exemple, voilà, ou filmer dans des forêts des gens qui sont passés, tout ça. Bref, voilà. Donc, ça, ce sont des incivilités qui sont mises en avant par les réseaux sociaux et qui font le tour des news de la planète à ce moment-là. Comme si c'était une majorité de personnes Comme aussi. si c'était une généralité, comme si c'était un truc qui se passait tous les jours. Et ben non, aller au Japon, même dans les endroits touristiques, globalement, les gens se comportent très bien. Globalement, les gens se comportent très bien. Évidemment, dans des lieux surchargés, où il va y avoir massivement du monde tous les jours, ben tu augmentes ton pourcentage de risque d'avoir des personnes soit qui n'ont pas les codes et qui peuvent faire un peu des choses de travers, mais c'est pas tant de ça dont on parle, c'est vraiment des gens qui vont faire des conneries quoi. Et ben plus t'as de monde, plus t'as de risque d'avoir des gens qui vont faire des conneries. Ça va avec. Clairement.
Et d'un autre côté, ça suit la logique de la volonté touristique actuelle du Japon, qui est ramener un maximum de monde et pas ramener des gens spécialement intéressés par le pays. Il faut vraiment spécifier que c'est une volonté du Japon. C'est une, Parce oui, que c'est une souvent, volonté quand on entend dans le discours général, on dirait que c'est subi, tu vois, comme si cette vague qui se prend dans la tête, c'est subi et qu'ils n'appellent pas. Elle est totalement volontaire. Elle a été construite par le gouvernement japonais depuis maintenant, ça fait, on va dire, 10-15 ans qu'ils bossent dessus à fond, quoi. Et ils y arrivent, et c'est dans leur projet. Et c'est aussi un très bon support pour ces partis conservateurs, pour derrière bâcher et récupérer des voix. Oui. Ça va avec, hein. Il y a une montée aussi de... Et accessoirement, des incivilités. Il y en a aussi par les étrangers qui habitent au Japon, et il y en a aussi par les Japonais. J'ai vu plus d'incivilités faites par des Japonais au Japon que par des étrangers au Japon. Les Japonais qui ont les communautés francophones, on a dans les choses positives des réseaux sociaux francophones vis-à-vis du Japon, c'est qu'il y a eu beaucoup de vidéos explicatives sur des pans culturels japonais, sur des choses à ne pas faire, sur des plein de règles. Des fois même c'est trop. Il y a vraiment des fois c'est exagéré, oui. Ouais, des fois c'est exagéré. J'ai déjà eu des clients en guide à Tokyo qui étaient trop stressés parce qu'ils connaissaient tellement de règles, ils pensaient que tout était écrit dans le marbre, alors que non, ça reste des pays avec même des les humains, Japonais les suivent pas. Hein. Bah, j'en parlais juste une petite parenthèse. Où tu vas pas être d'accord avec moi, mais j'en parlais avec mon mari ce matin. Ouais. Le fait de manger en marchant, on va pas te flageller sur place. Pourquoi je serais pas d'accord avec toi? Parce que quand t'as du monde, oui, quand t'as beaucoup de monde, mais je veux dire, la règle elle est faite pour ça, elle est faite de pas manger et pas boire. Si t'as une petite brioche que tu te balades dans la rue, tu vas pas te faire fouetter par les locaux parce que t'es en train de manger dans la rue. Plein de Japonais le font. Voilà. Ils vont pas le faire quand t'as beaucoup de monde. Non mais parce que moi j'ai l'impression que c'est un point qui traumatise pas mal. Ça cristallise des tensions. Il y a eu énormément sur les réseaux ce truc de ne mangez pas dans la rue, ne mangez pas en marchant. C'est interdit de manger dans la rue au Japon. Non, c'est pas interdit. Si, dans le train c'est un peu plus touchy, mais de boire tous les endroits où t'as du monde, la règle elle c'est pas une loi, hein, c'est juste une règle sociale qui est là pour éviter d'embêter les autres, à risquer de les salir. En gros, si jamais dans un endroit où t'as de la foule, tu tapes quelqu'un, tout ça. Ça, quand tu vois souvent la plupart des marchés, tu n'as pas le droit de manger dans le marché en marchant, tu dois te mettre à côté. Parce qu'en fait, les marchés, c'est noir de monde. Du coup, tu risques de te cogner contre quelqu'un. Et tu fous la sauce soja exactement. Sur l'épaule. Mais des gens qui vont faire leur petit déjeuner à l'arrache, le onigiri du 7-Eleven en passant dans la rue pour aller au boulot, t'as une chier de Japonais qui le font tous les matins, tu vois. Ouais. C'est pas... Mais ça, c'était une petite parenthèse, désolé, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Mais que je trouvais intéressante, parce que j'ai eu des ballasts rien que ce matin. Bah oui, il y a plein... C'est vrai que dans les transports, pour le coup, je pense que les transports, même quand c'est vide, à part une petite gorgée d'eau vite fait, s'il fait chaud dans le transport, tu les vois quand même pas manger. Moi, je bois mon café dans les transports. Ouais, mais c'est ça, boire un truc, ça va, mais manger, je pense. Donc je me dis que ça passe. Oui, bon, après, c'est Kansai Girl, hein. Moi, c'est une Kansai Girl, une Yankee. C'est vrai que à Tokyo, j'ai jamais testé. Mais j'y vais pas souvent, donc. Bah, les règles sont un peu plus cristallisées à Tokyo qu'à Osaka. Mais à Kyoto, c'est encore pire qu'à Tokyo, je crois. Et pourtant. Ouais. Et pourtant, je le fais. Non, mais, et pourtant, c'est souple, c'est ça. Oui. C'est, à un moment, savoir se comporter en société. Oui, il y a des règles culturelles différentes de pays à pays, mais globalement, on sait si on se comporte comme une chèvre ou pas, quand même, quoi. Ouais. Quand même. Et, par exemple, le truc des poubelles. Moi, je trouve que c'est intéressant, ça, d'en parler parce que je pense qu'on en a déjà parlé quand on était justement à Kyoto, mais moi, je t'ai soulevé un point. Je suis allée à Kyoto cette fois et, je suis partie avec mon mari et son frère à vélo et on s'est promené autour du Fushimi Inari. Et Fushimi Inari, il est plein d'axes parce qu'il est tellement, on a tellement fait la promotion sur les réseaux, même de le visiter de nuit pour éviter les foules. Et ben non, même la nuit, c'est blindé maintenant. Bah, faut venir plus tard, ouais. Oh, mais, enfin, 21h, c'était encore blindé, tu vois. Après, je dis pas d'y aller, Mais là, t'es arrivé vers l'été, c'est-à-dire que t'avais déjà fait un mois tout. Si tu fais la même chose en février. Oui, en février, oui, c'est vrai. T'as plus personne. En février, mais, en fait, il y avait plein de trucs comme ça qui faisaient que, mon beau-frère est allé aux toilettes. Ouais. Il est revenu avec des photos des toilettes. Je te les ai montrées. Partout. Oui, chaque urinoir, du coup, parce que c'était toilette masculine, chaque urinoir
avait une bouteille en plastique vide devant. Donc les mecs se sont hydratés en pissant et ont laissé la bouteille vide devant. Donc chaque urinoir, lui, ça l'a fait un peu rire parce qu'il a dit mais purée, mais... Ouais. Et il y avait, là où il y a le miroir pour se laver les mains, des sacs de poubelle. Tu sais, parce qu'on te dit transporte tes petites poubelles. Oui. Toute la journée jusqu'à ce qu'il y ait une poubelle ou un combini et tu balances. Bah, les sacs fermés comme ça sur le coin du comptoir où tu te laves les mains. Tu vois, par exemple. Ouais. Et du coup, ce genre de d'épisode qu'on va Qui est-ce qu'on blâme, du coup? Est-ce qu'on blâme les étrangers, les touristes étrangers, parce que c'est très très facile de taper dessus, parce que, oh, regardez ces étrangers qui laissent leur détritus là? Ou est-ce qu'on blâme les politiques locaux et gouvernementales qui ont généré ce tourisme et qui les veulent à cet endroit-là, qui ne mettent aucune poubelle, aucune solution, alors qu'ils savent gérer la chose, par rapport à un problème qu'il y a eu dans les années 90, où ils ont retiré toutes les putains de poubelles publiques du pays à ce moment-là, et qu'on commence à en voir, le gaz sarin, c'est un attentat qu'il y avait eu à Tokyo, dans le métro, et les diffuseurs de gaz avaient été mis dans les poubelles publiques. Et c'est pour ça que ça a disparu en réalité. Et donc la réponse à ce moment-là du pays, et ça arrive souvent que les réponses soient assez tranchées au Japon quand il se passe quelque chose, du coup ça a été un peu radical, ça a été on enlève les poubelles. Alors, il y a les combini. Déjà, donc si vous achetez une boisson d'un combini, allez jeter la bouteille vide ou le snack, l'onigiri, tout ça dans les poubelles d'un même marque de combini et tout, ça pose aucun problème. Sinon, effectivement, tu te trimbales 3 détritus et tu les jettes à ton hôtel le soir, ça pose quand même pas de souci non plus. Mais effectivement, à un moment, dans des endroits surchargés de touristes que tu veux être surchargé de touristes, et qui connaissent pas forcément les règles, parce que c'est les endroits surchargés de touristes, c'est les panneaux, on est d'accord, qui sont pas très visibles, qui mettent des panneaux partout, genre ne faites pas ci, ne faites pas ça, en japonais. Enfin, il y en a en anglais, mais. Et déjà, t'en as en anglais, mais déjà pas partout, hein. Mais ça évolue aussi, ça, mettons. Mais puis surtout, au bout d'un moment, tu fais plein de, enfin, tu génères des endroits avec plein de touristes. Tu sais que ces gens-là, c'est la première fois qu'ils vont au Japon, qu'ils connaissent pas le pays, que c'est une population qui ne s'intéresse pas forcément de base spécifiquement au Japon, et tu fais en sorte de rendre les choses faciles et évidentes, comme mettre des poubelles, alors que ils savent le faire. La logistique, elle existe encore au Japon pour des ramassages de poubelles comme ça, parce que du coup, dans tout ce qui va être Matsuri, donc événement, festival, il y a des poubelles publiques qui sont posées, qui sont amenées, qui sont gérées tous les jours, etc. Donc la logistique, elle est en place, elle existe encore au Japon, ils savent le faire. Simplement, ils vont le faire pour tous les festivals traditionnels japonais. Par contre, les lieux touristiques, non. Et ça, c'est une décision de politique locale. C'est pas une faute des touristes. À un moment, les gens qui ont les moyens de changer les choses, ils doivent le faire. Mais ça les avantage pas trop parce qu'ils sont globalement très conservateurs et que ça leur apporte beaucoup plus de voix de dire « Ah, bouh, regardez les étrangers, bouh, Ouais, et du coup ça cause aussi des frictions avec les locaux qui sont dans le coin, parce que moi je voyais aussi bien sûr, les habitants, quand j'y suis allée là en mai, je voyais à la télé comment ils montraient de manière exacerbée, tu sais, notamment des trucs comme le Fushimi Inari, en montrant les locaux autour, qui vivaient autour et qui se plaignaient beaucoup de tout ça. C'est très facile après de faire des micro-trottoirs dans des zones avec des frictions. Évidemment, du coup, tu fais n'importe quel micro-trottoir, t'auras facilement tout le biais que tu veux. Ouais. Surtout avec aussi, certes, les politiques sont globalement conservateurs au Japon, les télévisions aussi. Oui. Voilà, donc ça va un peu dans un même... ça se suit, les médias, Oui, nous on peut se plaindre de la liberté de la presse en France. C'est un vaste sujet au Japon. La liberté de la presse, elle est peu existante quand même. Donc bref, ça va un peu toujours dans le même sens. Alors qu'à un moment, les gens qui ont le pouvoir et l'argent de mettre en place des idées, ils pourraient juste se bouger les fesses. Ça marche aussi. Promouvoir d'autres zones. Ouais. Et il y en a qui y arrivent très bien, hein. Ouais. C'est-à-dire que t'as plein de localités
qui justement vont discuter avec des professionnels du tourisme, des patrons de chaînes d'hôtels, des patrons de chaînes de restauration, etc. pour discuter en amont de faire une campagne de communication sur leur localité, pour voir quelles sont les choses à penser sur les 10 ans à venir, quelles sont les lignes de bus à mettre en place, quelles sont les infrastructures hôtelières à imaginer, à penser, etc. Vers quoi, vers quel canal de diffusion on va pour amener telle ou telle clientèle en fonction de ce qu'on veut présenter. Il y en a qui sont très ouverts à la discussion. Et c'est avec eux que tu travailles d'ailleurs. Ouais. Et eux ont beaucoup moins de moyens que les autres. Bah voyons. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on voit très peu de gros comptes, de gros influenceurs dans ces localités-là. C'est-à-dire que les localités n'ont pas du tout les moyens de faire appel à des gros influenceurs. Parce que il y a aucun moyen mis en place par le gouvernement pour développer cette partie-là du pays aujourd'hui. Et c'est dommage. Parce que c'est là qu'il y a des belles pépites à découvrir. Ouais, et puis encore une fois, en réalité, t'as peu de touristes au Japon aujourd'hui. Donc il suffirait juste de les diffuser ça, ils sont tous au même endroit, donc ça fait des endroits surchargés, mais tu les diffuses dans tout le pays et ça serait très agréable. Dernière petite question pour toi. Ouais. Que j'ai envie d'aborder parce que aussi c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, sur Japonais de Paname, je l'ai pas abordé encore. Ok. Je t'ai vu à la Pride de Tokyo. Ouais. Récemment. C'était le 8 juin. C'était le 8 juin. La Pride de Tokyo. Et je voulais savoir un petit peu à ce niveau-là, LGBTQ+. Comment ça évolue? La mentalité japonaise, est-ce qu'il y a du progrès? Parce que, juste pour rappel, rien que le mariage. Oui, ça n'existe pas au Japon. Ça n'existe pas. Je crois que Tokyo l'avait mis en place. Je suis assez ignorant. Shibuya a mis un pacte civil, une union civile, mais qui n'ouvre pas du tout les mêmes droits que le mariage. Et t'as quelques localités au Japon qui ont une union civile, comme ça, pour des personnes pas encore général, quoi. Non, pas du tout. Et puis surtout, c'est pas le mariage. C'est-à-dire que ça n'ouvre pas du tout les mêmes droits. C'est un peu comme un Pax moins. Voilà. Donc ça ouvre vraiment pas beaucoup de droits et de protection. C'était la même problématique qu'on avait en France avant qu'il y ait le mariage, qui soit ouvert. Il faut imaginer que des familles LGBT, il y en a, ça existe, des parents même quand on fait semblant qu'il y en a pas. Même quand on fait semblant, même quand on dit que ça n'existe pas, etc. Il y en a. Nous sommes existants dans le monde, que certaines personnes le veuillent ou non. Nous existons et nous fondons des familles, nous avons une vie normale, quotidienne, comme n'importe qui. Et donc il y a tout un tas de parents, et ça, j'ai trouvé que c'était très bien mis en avant dans la Tokyo Pride, c'est le nombre de familles qui étaient là. J'aurais même moi pas imaginé que pouvaient se rassembler autant de familles homoparentales japonaises pour un événement comme ça. C'était vraiment hyper représenté. Et c'était pas du tout l'ambiance des autres Pride que j'ai pu connaître, notamment en France, hyper festive, plein de chars, et c'est la musique et ça danse, etc. Là, c'était vraiment pas ça. C'était quelques groupes qui passaient. À part, il y avait 2 chars et un brin de musique, et les autres, c'était en silence et on marche. C'est tout. Donc ça donnait une atmosphère super particulière. Pesante un peu, non? Ouais, un peu, ouais. Sur le coup, t'es là. Enfin, c'était solennel, c'était très solennel. Mais parce que peut-être là-bas, ils ont encore besoin que ce soit de revendiquer de manière plus sérieuse, on va dire. Bah, peut-être aussi. Après, tu voyais la construction de la chose. En fait, ça fonctionnait un peu comme si t'avais un matsuri avec une procession. Et du coup, la marche était plus un peu une procession à côté du festival, où là, il y avait des centaines de stands et où c'était là animé, où là, ça échangeait, ça discutait, ça jouait de la musique, il y avait des concerts, etc. Ça, c'était tout l'aspect un peu matsuri avec tous les stands. Mais la marche en elle-même était hyper solennelle, hyper, dure, quoi, en fait. C'était un peu triste. Et de se dire aussi, mais ça, c'est... et de se dire aussi, mais là c'est mon biais culturel français, à un moment, si vous gueulez pas, personne va vous entendre. Oui. C'est-à-dire que des marches qui passaient, donc c'était une rue qui n'était qu'à moitié bloquée, donc les voitures passaient quand même à côté. Ah ouais. D'accord. Et vraiment, il passait un groupe tous les
je sais plus, 3 ou 4 passages de feu. Donc t'avais un petit groupe de personnes, puis il se passait rien pendant 10 minutes, puis un petit groupe de personnes, puis rien pendant 10 minutes. D'accord, c'était timide, quoi. C'était timide et personne disait rien. Ben oui, c'est sûr que tu comprends que les droits n'évoluent pas. Alors après, sur la question du mariage au Japon, c'est très compliqué parce que il y a un article de loi dans la constitution japonaise qui empêche le mariage entre personnes de même sexe. Ah ouais? Pour des raisons qui sont pas liées spécialement à de l'homophobie, ça n'a pas été ça la raison initiale de cet article, mais le problème c'est que du coup c'est inscrit dans la constitution japonaise et que changer la constitution c'est pas du tout la même facilité que ajouter une nouvelle loi dans des textes de loi. Qu'est-ce qu'elle stipule cette Je me souviens plus très exactement. Faudrait que je relise pour te dire. À la limite, on vous mettra ça en dessous. Ouais, si exactement. La recherche. On va retrouver. Et du coup, qui fait que ça empêche en différentes gros, régions de... si je dis pas de bêtises, il me semble que ça stipule qu'il faut que les deux personnes soient de sexe différent pour fonder une famille, ah oui, etc. Comme ça, noir sur blanc. Tu sais, c'est la constitution d'après-guerre. Il faut que le Japon se relève. Mais basé sur la constitution américaine, du coup. C'est ça. Mais pourquoi aux États-Unis, du coup, ils ont pu... basé n'est pas une copie d'eux. Hein. C'est pas la même constitution malgré tout. Hein. Ouais. Et donc là, je sais pas pourquoi il est écrit exactement comme ça, si ce n'est que en gros, voilà, il fallait fonder des familles, à peu près. Voilà. Après, on ira chercher dans les détails de l'histoire et des gens spécialisés là-dedans pour avoir plus d'infos. Mais le fait est que du coup, il y a un article de loi qui involontairement empêche les personnes de même sexe de se marier, qui n'a pas été pensé à cause de ça au départ. Les gouvernements conservateurs ont même essayé de faire changer cet article de loi, non pas pour ouvrir des droits aux communautés queer, LGBT+, non, pas pour ça, mais pour par exemple des transmissions d'entreprises, etc. Mais du coup, de te marier avec en gros le patron de boîte qui va se filier par le mariage avec un homme pour lui passer son entreprise, pour que ça passe par une femme, par exemple. Donc ils ont essayé comme ça de changer. J'adore pour que ça passe par une femme. N'est-ce pas? Donc ils ont essayé déjà plusieurs fois de changer cet article et ça n'a jamais abouti. Donc même pour des raisons qui n'étaient pas d'ouverture sociale, ils n'ont pas réussi. Alors autant te dire que pour des droits LGBT+, ça va pas arriver demain. Voilà. Donc les droits sont inexistants pour les communautés LGBT+ au Japon. Mais elles sont silencieuses aussi. Elles ne revendiquent pas assez, selon toi. Enfin, c'est ce que ça. Ouais, si. Franchement, je pense ça, mais. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger est-ce que dans l'ère moderne aujourd'hui, tu vois beaucoup de Japonais revendiquer? Non, rien du tout. C'est-à-dire que les grandes manifestations des années 70, 70 japonaises, elles sont plus là aujourd'hui. Il y a eu des grosses manifestations. Mais ça, c'était beaucoup à gauche. C'était beaucoup à gauche. C'était plus sur les mouvements de gauche. Ah, politique, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui, alors que là, ça fait 20 piges qu'on est un petit peu plus à... ça fait même 35 ans, 37 ans que c'est... Voilà, donc elles ont perdu un peu de la force. Et je pense que c'est aussi notamment à cause des... Enfin, moi, c'est mon interprétation aussi à cause de justement des attentats qui ont été faits et des choses comme ça, qui ont donné une très mauvaise image à la gauche au Japon aussi. Ça donne souvent beaucoup de voix. Le bordel donne beaucoup de voix aux conservateurs de tout bord, de tout pays. C'est pour ça qu'entretenir des climats de guerre potentielle ou autre favorise toujours les montées des conservateurs. Donc si on résume, les femmes ou les minorités, on est un petit peu sur le même bateau. Et puis après, t'as l'intimité, elle est jamais publique au Japon. Oui. Peu importe le bord, c'est même pas un sujet dans la partie hétéronormée, dans le public, c'est ça. Donc partant de là, vu que déjà pour la partie hétéronormée, c'est pas un débat. Fabrication de bébés. C'est pas des trucs abordés en public, jamais. Donc pas en voie de conséquence pour les LGBT+, pareil. Mais un truc dont j'ai pris conscience avec cette Pride, et ça, du coup, on en a parlé avec des copines françaises qui habitent à Tokyo et qui ont pu me parler un peu de ça parce qu'elles ont daté aussi avec des Japonais et autres. C'est la méconnaissance globale des MST et des IST au Japon. Ah oui, ça. Et du manque de protection. Ah oui, ça. Et le retour de la syphilis au Japon actuel. Au-delà de la syphilis, actuellement, le Japon connaît un boom de la syphilis, ça me bute de rire. C'est déjà ouf, mais le sida. Ah mais... Le nombre d'histoires que j'ai entendues
même de Français qui partaient en touriste là-bas et qui voulaient Mettre un goûter au local. Non, Oui. même pas. Ok. Goûter au local et qui se protègent pas et qui reviennent en France avec le sida. Faut en parler aussi. Ouais. Ou qui veulent mettre un préservatif et qui se font recaler sur mais je ne suis pas une prostituée. Ou C'est cette je image-là ne qui suis pas arrive. une étrangère. Ah oui, merci. Les maladies ne sont pas japonaises. Voilà, on peut en parler de ça. Parlons-en. C'est une Et image c'est de vrai que c'est le quelque sida chose pour eux, d'assez c'est une dingue. maladie étrangère. C'est quelque chose d'assez dingue. J'en avais Ouais. déjà parlé dans un autre podcast. Que, par exemple, mon mari, ça le choquait au début quand je prenais la pilule. Tu vois? Pour lui, c'était les femmes Mais ils n'ont faciles pas qui- d'éducation. Ouais, ils n'ont pas Et d'éducation c'est assez scolaire. dingue, tu vois. Ça sur veut dire, si tu ouais. prends la pilule, forcément, c'est parce que t'as plein de partenaires. C'est pas le même, tu vois. Enfin, ça on est encore là-dessus. Ouais. Et sur le préservatif, c'est pareil. Bah, du coup, là, Ils pendant jouent à la Pride, roulette russe. C'est pour ça qu'il y a tellement de mères mais de célibataires aussi au Japon, parce Ouais. que ça joue à la roulette russe. Lucky Luke. Là, Voilà. pendant la Pride, du coup, dans la partie des stands, t'avais plein de stands de prévention. Et moi, ce qui m'a fait soulever la question et en parler avec elle, c'est que je trouvais que les stands de prévention, c'était mais le niveau zéro de la prévention. C'était vraiment des messages dont on va parler avec des enfants de 10 ans. Ah ouais? Et ça allait pas plus loin que Est-ce ça. que t'avais la banane avec la, non? Bah, et franchement, Limite. c'était pas loin de ça. Franchement, c'était pas si loin de ça. Vraiment. T'avais vraiment un stand pour expliquer que le VIH, ça existait. D'accord? Ah ouais. C'en est à là. Ça s'en est vraiment à là. Et Alors, du coup, quelque part, ça m'étonne j'en pas. ai discuté avec mes potes qui me disaient oui, vraiment, il n'y a pas d'éducation sexuelle à l'école. Il n'y a pas d'éducation aux maladies sexuellement transmissibles, IST, etc. Globalement, ils ne connaissent pas. Et du coup, c'est un flippant. niveau, c'est vraiment Donc, balbutiant, si quoi. vous voulez aller faire du tourisme sexuel, protégez-vous quand même, Ouais. les gars. De fou. Revenez pas avec des De cloques fou. sur le truc. Ah, complètement. Bref. Mais Mais c'est vrai que c'était assez est-ce que, étonnant, ça. en même temps, tu trouves pas que c'est un petit peu insultant que ce soit à la Pride, ce genre de truc de prévention, parce que ça reste sur le cliché de quand t'es homosexuel, c'est toi qui véhicules ces maladies-là. Alors. Je suis un peu violente, mais Non, quelque part, d'un point de vue, ça en fait, revient t'as deux aux façons de années regarder 80, ça. avec T'as le deux sida façons de ici. regarder ça. C'est soit effectivement, tu te places, on va dire, du côté hétéro de la chose, en gros, comme ceux qui parlent de ça, c'est leur maladie. on est d'accord. Après, tu te places, moi, de mon côté, c'est, nous, on arrête de faire les enfants, et puis nous, on va en parler. Et on va en parler pour les autres s'il faut. On va aller sur les plateaux télé, on va discuter de tout ça, et on va mettre au courant la population. Parce que, globalement, la population hétéronormée qui représente la majorité, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc nous, on va le faire. Du coup, ils font pareil, là, au Japon. Ce sont tout un tas d'associations LGBT+, qui prennent le devant des choses et qui vont sensibiliser leur communauté. Et du coup, ça va faire du bruit pour sensibiliser le reste de la population. On espère. Mais quand tu regardes les émissions de télé en France des années 90-2000, c'est il y a quand même vraiment pas longtemps, heureusement que nos chères petites minorités étaient là pour aller discuter en plateau avec des alliés, parce que sinon nos messages ne passent pas s'il n'y a pas des alliés pour les transmettre. Faut pas se leurrer non plus. On veut pas entendre parler des communautés. Et donc il faut des alliés pour faire un peu porte-voix de ça, comme ça a été le cas pour Clémentine Célarier par exemple en France, ou tout un tas d'autres personnes. Là, le Japon vit ça là, et donc bien sûr que les conservateurs vont utiliser ça pour dire regardez les pestiférés machin. Dans les faits, à la fin, c'est chez nous qu'il y aura peut-être moins de maladies, qu'il y aura moins de contamination, que voilà, ça va se régler, on va dire. Ouais. Un peu. Ça va aider en tout cas à faire passer les messages. Et ce qui était cool aussi et qui faisait peur en même temps, c'est qu'il y avait à peu près 50% d'étrangers pendant la Tokyo Pride. 50% quand même. Donc ça montre quand même que La timidité, les gens sont pas outés au Japon. Très peu. Vraiment très peu. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des parcours de vie, fondé des familles, etc. Dans la communauté. Voilà, dans la communauté, et dont leurs familles et leurs amis ne sont pas au courant.
Mais genre qui ont 60 balais avec 40 ans de vie en commun avec une personne et leur famille n'est pas au courant. Et c'est On fait semblant de ne pas être au courant. On fait semblant de ne pas être au courant. Mais c'est vraiment pas rare au Japon. Hein. C'est vraiment pas rare. Et du coup, ça s'est vraiment montré là. À la fois, c'était cool parce que du coup, t'as eu des communautés de plein de pays du monde qui étaient là et qui faisaient aussi des stands. Genre, tu retrouvais la France, l'Australie, etc., qui étaient là pour aussi aider à donner de la parole et donner de la puissance à la Tokyo Pride. Donc, c'était très chouette. Et d'un côté, ben, si t'as 50% d'étrangers dans leur côté au Japon, ben, ça montre bien qu'il manque... C'est encore un truc d'étranger. Et puis, ça montre que, normalement, ça devrait être 90% de Japonais qui devraient être là et 10% d'étrangers. Donc, ça montre qu'il y a encore beaucoup qui sont pas prêts dans les minorités à passer le cap et à publiquement avancer. Donc, c'est qu'on est quand même, on est loin. Bref, c'était intéressant. Allez-y à l'occasion. Venez donner du soutien. Venez soutenir un petit peu les premiers. Il faut des alliés. Bah, merci, en tout cas. C'était super intéressant. Merci à toi. On a abordé plein de trucs, j'ai adoré. On a mangé en même temps. Ouais. J'espère que mes bruits de bouche ne vont pas vous déranger. Je vais essayer de les muter. Moi, je m'en suis foutu plein la panse pendant que lui, il parlait. Mais c'est très bon, hein. Franchement, venez ici, ils sont adorables. super, en plus, ils ont accepté. Merci. Ouais, sans problème qu'on puisse s'installer pour se filmer. Vraiment, j'ai pas eu de souci à leur demander, c'était génial. Ils sont adorables. Donc, passez chez Enya, je le mettrai en description. Super adresse. Délicieux. Ouais. Abordable par rapport à la qualité. Bah, en offre du midi, l'offre du soir, c'était n'a vraiment, rien à voir. offre du midi, plus oui. cher, là, c'est en offre du midi, vraiment. Qualité-prix super, ouais. Génial. Oh oui, petite carte. Petite de carte. chez Enya. Alors attends, je sais pas si on verra mise au On point. va essayer de voir si ça se Ah oui, met. pardon, c'est vrai qu'il y a des professionnels, évidemment. On met La mise au point, comme ça. et tout, voilà, chez Enya. Super bien. Donc c'est... Je vous le remettrai en C'est description. rue Montpensier, ouais. 37 rue Montpensier. Dans le premier. Parfait. Merci pour la Top, découverte top. d'ailleurs. Mais avec plaisir. Très très bon. Je la garde, la carte. Et suite au prochain épisode, merci d'avoir suivi et comme d'habitude, likez, commentez, apportez un peu d'amour hein, parce que comme ça, je pourrais continuer. Ouais, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Arrêtons. Arrêtons. Bye bye. Bonne journée. Ciao. Genre le kiwi ou la pomme. Il y a la... c'est le gratouille le kiwi. Excuse-moi, Non, pas de souci, t'inquiète. Mettre un coup dans la Franchement, gueule. là, au point où on en est, tu peux faire ce que tu veux. On est des gros débiles. Oui, oui.